Merci d'être avec nous. Donald Trump hausse le ton. Il a terminé ce soir son téléphone, son coup de fil avec Benjamin Netanyahou. Il est très dur au sujet des dirigeants iraniens. Ils ne riront plus, dit-il. Appel en urgence avec le Premier ministre israélien. Les Iraniens le défient. Et on a aussi ce soir la menace des Iraniens au sujet de la France. Vous êtes avec nous, Gallagher Fenwick. Il y a un ton général de la soirée avec une sorte de durcissement de tous les acteurs, les Américains, les Israéliens et les Iraniens simultanément. Non, effectivement, les dernières lignes, notamment de ce message que vient de poster le président américain que vous citiez sur son réseau social, indiquent, si vous voulez, le niveau de tension et les options toujours aussi compliquées face auxquelles se trouvent tous les belligérants, y compris Benjamin Netanyahou, qu'on n'avait pas entendu tant que ça, notamment sur sa relation avec Donald Trump. Il y aurait, j'emploie le conditionnel, de l'eau dans le gaz entre ces deux-là, parce que les Américains, selon la presse israélienne, n'ont pas consulté les Israéliens avant de se rendre au Pakistan, médiateur donc entre Américains et Iraniens. On imagine que Benjamin Netanyahou préférerait un retour aux hostilités, notamment parce que ses objectifs à lui n'ont pas été atteints, tandis que du côté de Donald Trump, c'est une manière, comme on la lui connaît, eh bien de pousser pour essayer d'extraire des concessions d'un régime iranien qui, pour l'instant, ne semble pas du tout disposé à en faire. Cette idée que c'est le moment d'en découdre, hein. Trump dit, ça fait 47 ans que nous sommes baladés par les Iraniens, maintenant ça suffira et ils ne riront plus, Guillaume Roquette. Oui, c'est une situation incroyable. Le cessez-le-feu tient toujours, il faut le rappeler, on est à plus d'un mois maintenant, c'était le 8 ou le 9 avril, ça dépend comment on compte, et pourtant, l'escalade verbale est absolument permanente, et peut-être y a-t-il une forme d'exutoire dans ces déclarations toujours plus belliqueuses à la fois de Donald Trump et des Iraniens, parce que certes, il y a de temps en temps un drone qui vient taper un tanker ou un vraqueur, comme on dit, pour d'autres types de bateaux dans le détroit d'Ormuz, mais globalement, la guerre, elle est dans les mots, et elle est plutôt absente au niveau des armes. On peut peut-être lire le détail de son message qui s'est affiché à l'instant, hein, quand il dit... Pendant 47 ans, référence à la fondation de la République islamique, les Iraniens nous ont menés en bateau, nous ont fait patienter, ont tué notre peuple avec leurs bombes artisanales, ont réprimé les manifestations, et il enchaîne, et récemment ont anéanti 42 000 manifestants innocents, non armés, tout en se moquant de notre pays grand à nouveau, ils ne riront plus. Il y a une idée vraiment que leur H est arrivé. Oui, et on sent quand même une forme de frustration qui est une forme d'impuissance dans cette affaire-là. Parce que quand le président de la première puissance du monde est obligé d'utiliser un ton rageux comme ça, alors c'est sans doute également pour faire monter la tension dans le cadre des négociations, mais quand on connaît Donald Trump, c'est aussi parce que il enrage de pas avoir qu'on lui résiste. C'est pas le ton Quai d'Orsay, vous voulez qu'il murmure quelque chose de... Nous sommes très inquiets, nous désapprouvons formellement... Non, mais vous avez quelque chose, Darius, contre le ton Quai d'Orsay. Non, on adore le Quai d'Orsay. Non, bien sûr, on plaisante, mais c'est effectivement le ton propre à Donald Trump. Mais il y a quand même une tension à l'intérieur même de la politique, disons, iranienne aux États-Unis, puisqu'il y a quand même la vraie question, c'est est-ce que Washington veut changer certains politique de l'Iran ou est-ce qu'il veut changer complètement la politique en Iran? Donc ça n'a rien à voir. Et même si aujourd'hui les trois haussent le ton, ils sont pas tout à fait d'accord. En tout cas, Netanyahou, il a des choses à dire, il les a dites, mais il n'a pas encore obtenu exactement ce qu'il voulait. Stéphane Goldin, vous êtes analyste sécuritaire, vous êtes aussi ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. Est-ce que c'est la ligne Netanyahou qui, pour l'instant, s'impose aussi auprès de Trump? La ligne Netanyahou, c'est pas encore complètement réimposée auprès de Trump. Elle l'a été moins, et aujourd'hui, Netanyahou va faire tout pour qu'elle puisse revenir en première ligne. Parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a énormément aussi d'interrogations en Israël, pas qu'aux États-Unis, sur justement le positionnement de Donald Trump. C'est vrai qu'au tout début, il y a eu une alliance très forte entre les États-Unis et Israël, et cette alliance existe toujours, mais c'est vrai qu'il y a des divergences. Et ces divergences, dans le fond, elles ont apparu dès le départ, parce que la ligne israélienne a été très claire, le but d'Israël, c'est la chute du régime. La ligne américaine a été un petit peu plus, je dirais, flexible, à certains moments où elle est montée, elle est redescendue. Et c'est vrai que, compte tenu, dans le fond, de la mauvaise, je dirais, interprétation qu'on pourrait avoir
des propos de Donald Trump, c'est vrai qu'il se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Et c'est vrai que le coup de fil aujourd'hui entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou est très important. Maintenant, pour le moment, on est beaucoup dans beaucoup de paroles, mais comme on vient de le dire, il va falloir à un moment donné que les armes reparlent. Et pour le moment, on n'en est pas encore là. Toujours est-il que du point de vue israélien, il y a un but qui est final, c'est le but, franchement, d'Israël, c'est franchement la chute du régime. Nouveau message à l'instant de Donald Trump sur son réseau social que je vous traduis. Je viens juste de lire la réponse des soi-disant représentants de l'Iran. Je ne l'aime pas, et tout en majuscule, totalement inacceptable. Merci de votre attention à ce sujet, le président Donald Trump. Et il faut préciser que les Iraniens disent nous ne céderons pas du tout sur la question du nucléaire. Le nucléaire n'est pas négociable, en gros. Oui, effectivement, les Iraniens, on l'a su par le canal de la télévision officielle de ce pays, ont répondu aux propositions américaines via le médiateur pakistanais en disant on est d'accord pour la fin de la guerre partout, y compris au Liban. On veut rétablir la sécurité de la navigation maritime, allusion évidemment au détroit d'Ormuz. En revanche, pas un mot sur la fin du programme nucléaire. Et c'est évidemment ce point qui vient de susciter, comme Gallagher Fenwick le relevait, la colère de Donald Trump. On comprend là qu'en fait, le couple politique Trump-Netanyahou, celui qu'on voit à l'image, a sans doute des hauts et des bas, comme le rappelait M. Goldin, mais en réalité, c'est le couple dominant. On le voit depuis le début. Avant la fin de la guerre, la rencontre du 11 février, à chaque fois, les commentateurs ont dit, vous allez voir, ils sont pas d'accord. En gros, ils poursuivent le même but pour l'instant. Alors, c'est un couple solide, fidèle, oui. Mais en même temps, ils ne poursuivent pas les mêmes buts du tout. Évidemment que les deux aimeraient voir le régime chuter, les proxys complètement annihilés, les missiles bombardés et le nucléaire réglé définitivement. Oui, mais l'urgence de Trump n'est pas celle de Netanyahou. Celle de Trump, c'est de sortir la tête haute avec un trophée qu'il pourrait vendre comme un succès. Celle de Netanyahou, c'est la sécurité d'Israël. Et c'est lui qui a poussé Trump à aller là où tous les deux semblent incapables d'obtenir une victoire. Parce que même si les objectifs israéliens sont clairs, ils n'ont pas la clé pour y arriver. Et c'est ça le problème. Vous voyez la rapidité de notre chef d'édition Quentin Briand avec le tweet qui s'affiche à l'instant. Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants iraniens. Je la trouve inacceptable. Merci de l'attention que vous portez à cette affaire. Là, on est dans un moment en tout cas, la crise est ouverte. Si tant est qu'elle était fermée, elle est rouverte. Oui, mais comme dans tout couple, il y a des hauts et des bas. Et il y a eu des hauts, il y a des bas. Actuellement, on revient, dans le fond, peut-être à une nouvelle, je dirais, unité. Toujours est-il que il va se passer quelque chose de très important avec la rencontre entre les Chinois et les Américains la semaine prochaine. Et ça va être peut-être une forme de deadline. Et il va falloir amener à Pékin certaines choses et à mettre sur la table certaines choses. Et on voit, dans le fond, dans les propos de Trump, qu'il y a toujours, ce que l'on dit depuis un certain temps, une sorte d'escalade contrôlée de la pression qui est menée sur les Iraniens. Les Iraniens font la même chose. Parce que derrière, on sait très bien qu'il y a des négociations qui doivent se passer sous la table. Et donc là, on voit qu'il y a une montée en puissance qui est crescendo d'ailleurs depuis quelques jours. Est-ce que ça va aller jusqu'à la rencontre à Pékin ou pas ? On le saura dans quelques jours. Mais on voit que tout ça est une sorte de roulement qui va arriver tout doucement jusqu'à la visite chinoise. Sur la pierre d'achoppement principale, le nucléaire, Trump parle, nous obtiendrons l'uranium enrichi de l'Iran à un moment donné, quand nous le voudrons, nous le surveillons. J'ai créé une chose appelée force de l'espace. Il surveille cette zone. Si quelqu'un y entrait, il pourrait vous dire son nom, son adresse, le numéro de son badge. Si quelqu'un s'approche de l'endroit, nous le saurons et nous le ferons sauter. Oui, il peut toujours le dire, mais ça veut dire déjà qu'on est certain que le nucléaire, enfin les 440 kilos sont stockés au même endroit, ce dont on n'est absolument pas certain. Certains disent que ce sont des espèces de bonbonnes comme à oxygène, qui en auraient 40 ou 50, des bonbonnes de 20 kilos, alors avec le contenant compris, bien sûr, mais ça veut dire qu'ils peuvent, ces 40 ou 50 bonbonnes peuvent partir dans toutes les directions, donc on ne sait pas du tout si on va trouver le nucléaire au bon endroit. Pour avoir le nucléaire, il y a deux solutions. Soit on négocie, qui me paraît la solution
raisonnable, et puis soit on va le chercher sur le terrain, et là c'est une solution hyper risquée, qui est longue, qui est douloureuse, qui demande beaucoup d'effectifs, et qui demande vraisemblablement beaucoup de temps, et le temps est l'ennemi des forces spéciales. En général, on aime bien faire un coup et s'extraire après. Donc ça reste quand même quelque chose d'excessivement à la fois risqué et aléatoire. Oui, mais Général Richoux, vous savez très bien que s'il y a une intervention des forces spéciales, ça veut dire qu'elles savent exactement où se trouvent pour les sortir le plus rapidement possible. Oui, enfin, pour le moment, il n'y a pas d'action de quelque force spéciale que ce soit. Et effectivement, la question du nucléaire pour les Iraniens, c'est une question qui est devenue une question d'honneur, une question de prestige. Et je rappelle que Tulsi Gabbard, qui avait été nommé par le président Trump, avait sur cette question dit que, selon les renseignements américains, les Iraniens n'étaient pas en capacité de fabriquer cette arme nucléaire. En revanche, il est clair qu'ils sont plutôt dans une situation de pré-dissuasion et que c'est ce statut-là qu'ils veulent maintenir et que cela achoppe dans toutes les discussions. Ils ne veulent absolument pas lâcher sur la question du nucléaire. Donc pour le moment, on est revenu au point de départ. Et en effet, on vit une heure assez intense où tout le monde durcit le ton, comme vous le rappelez. Les Iraniens, ils ne céderont rien. Trump dit inacceptable réponse et les Iraniens défient aussi la France. On y reviendra, mais passons par le Golfe et les monarchies du Golfe, puisque les Iraniens ont bombardé. Celle aussi, ça fait partie de ce durcissement. Vous y êtes, Marion Roussel, en l'occurrence à Doha. Dites un mot de l'ambiance dans ces monarchies du Golfe où il y a eu des bombardements au Koweït et aussi des bombardements les suites des bombardements aux Émirats. Oui, alors si on peut résumer en un mot, je dirais l'inquiétude ce soir dans les pays du Golfe après une journée qui a été forte en bombardement ou en tout cas en attaque. Alors du côté des Émirats Arabes Unis, on annonce avoir intercepté 2 drones. C'était à la mi-journée, c'est une annonce faite par le ministère de la Défense et ce dans un contexte d'une semaine qui a été fortement troublée avec 4 journées marquées par des attaques iraniennes sur des cibles émiraties. L'Iran qui reproche aux Émirats Arabes Unis leur proximité avec les Américains et supposément avec les Israéliens. Ils ont même accusé les Émirats Arabes Unis d'avoir participé à des attaques américaines sur des cibles iraniennes. Pas de confirmation, ni côté américain, ni côté émirati. Et puis, il y a aussi eu le Koweït qui a déclaré avoir été ciblé par des drones aujourd'hui. Et puis, au large du Qatar, un navire commercial qui a reçu des projectiles. Pas de confirmation de l'origine de ce projectile, mais malgré tout, le ministère des Affaires étrangères qatari s'est exprimé pour dénoncer cette attaque sur ce navire, rappelant l'importance de la liberté de transit pour notamment les navires commerciaux. C'est donc l'inquiétude qui règne ici dans les pays du Golfe, avec une peur que les frappes reprennent. Et une question, est-ce que l'allié américain va continuer à être aux côtés de ces monarchies ou l'allié américain pourrait-il vouloir une sortie de crise plus rapide, même si la sécurité dans le Golfe n'est pas rétablie. Merci beaucoup Marion. Un mot sur ce qui se passe là au Koweït. Les Iraniens maintenant, la guerre dure depuis 79 jours, c'est bien ça Oui. 79. Et ils ont réussi à frapper Arabie Saoudite, Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït. Ça continue. Et là, c'est le Koweït. Oui, Oman, qui est un intermédiaire, ce qui est quand même incroyable. Le Qatar, une chose est très intéressante à noter ici, c'est que par exemple, il frappe un bateau dans les eaux territoriales qatari, et dans le même temps, vous avez le Premier ministre qatari qui discute au téléphone avec, déjà du point de vue du protocole, un responsable qui est d'un moindre rang que le sien, puisque c'est le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, iranien, et avec qui il papote, il discute, et à qui le Qatari dit à l'Iranien... Thierry Breton disait on fait des affaires, c'est l'Orient, on se bombarde, mais on peut faire des affaires en même temps au téléphone. Et on se parle au téléphone, et on pour finalement dire tout simplement, mais ce serait bien que le détroit soit sanctuarisé, parce que ça ne fait pas avancer les choses, qu'il soit bloqué, alors essayons de trouver une solution, voilà. L'Iran qui défie par les actes et par les paroles. Regardez, alors il y a tout y passe en termes de dessins animés, il y a les mignons, etc. Angry Birds, je ne sais pas qui ici a joué à Angry Birds. Vous avez joué ? Bien sûr. Ça ne m'étonne pas. Écoutez, et regardez plutôt comment les Iraniens font usage de Angry Birds pour se moquer de Trump. Avec les autres. We have destroyed the Iranian Navy. Warning! Do not enter! This is a warning! Let's end this. Yes, sir!
They're approaching the perimeter. All batteries, stand ready. Acknowledged. Waiting for authorization. We will win! We will win so much! Voilà. On est frappé parce que c'est les ambassades d'Iran un peu partout dans le monde qui partagent ça. Et techniquement, il faut dire ce qui est, c'est bien fait. Qui se stimule, qui se concurrence pour être celle qui justement va diffuser le clip le plus humiliant pour les États-Unis, le plus réussi. Là, les intonations de Donald Trump, je dois dire, sont parfaitement réussies. Est-ce qu'il y a des précédents? Parce que dans tous les pays que, là, pour de bonnes ou mauvaises raisons, chacun est juge, que les États-Unis ont agressé l'Irak, produisait pas du tout ce genre de choses, jamais. Il y avait la Libye, il n'y avait pas tout ça. Oui, les moyens modernes ne permettent vraisemblablement. Même les caricatures chinoises sont très primitives. Vous savez, ils dessinent encore les Américains comme des capitalistes, comme les caricatures des années 30. Là, on est vraiment au 21e siècle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les studios de dessins animés, Disney, etc., faisaient des trucs très avancés quand même, qui se rapprochaient à peu près de ça quand même, véritablement. Mais vous avez remarqué que même les bâtiments ressemblent à des petits cochons. Ils sont des petits cochons et les bâtiments ressemblent à des petits cochons. Et ensuite, il y a le pendant de la flotte hier qui a été présentée comme coulée par Donald Trump, toute la flotte iranienne au fond de l'eau. Et là, il présente la flotte américaine au fond de l'eau. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Israël, qui est un pays malheureusement relativement souvent en guerre, on n'a pas vu ça très très souvent. On l'a vu au moment de la guerre à Gaza, où on a vu quelques caricatures au niveau de Sinoir, mais ça a été très très peu, et on voit très très peu ce genre de vidéos chez nous. C'est rarissime, franchement. Alors, encore une fois, l'humour peut servir au pire et au meilleur. Ça, faut pas avoir d'illusions là-dessus. Il y a des régimes insupportables qui ont utilisé l'humour, ça change rien. Mais là, c'est un humour assez moderne, etc. Et d'ailleurs, je pense que ce qui est frappant également au travers de cette distillation de cette propagande qui joue quand même un rôle qu'il ne faut pas négliger dans le champ informationnel, qui est l'un des champs de la conflictualité, ce qui est frappant, c'est que le service qui produit ça connaît les codes de la culture occidentale, connaît le personnage Donald Trump, vous posiez vous-même la question, je ne sais pas si on était à l'antenne ou pas, quelqu'un connaît Angry Birds. Oui. Je veux dire, c'est des choses de la culture populaire. Est-ce que nous, de notre côté, on serait capable de produire des vidéos comme ça sur la culture iranienne? Est-ce qu'on serait capable de s'adresser à des adultes, à des ados iraniens qui aiment le régime, qui sont contre le régime? Est-ce qu'on serait capable de jouer avec ces codes? Il y a une vraie, si vous voulez, interrogation. Et c'est là que je dis que ça joue un rôle important. Vous avez raison, qu'on aime ou pas l'humour. Il y a quand même un travail qui a été fait et qui montre, et j'en termine par là, que même dans ce domaine, ils étaient mieux préparés dans une certaine mesure, et ici, mieux équipés culturellement, j'entends, et dans le travail qu'ils ont fait sur la psychologie de l'ennemi et de l'adversaire, que l'adversaire ne l'était sur leur psychologie et leur culture à eux. C'est intéressant parce que ça montre, me semble-t-il, la profonde duplicité du régime iranien. C'est un pays où à la fois on est capable de pendre des gens parce qu'ils refusent de suivre une religion obscurantiste avec des préceptes hors d'âge, et en même temps, ils sont extrêmement moderne, effectivement, dans l'emploi de l'intelligence artificielle. Alors, vous disiez qu'ils étaient meilleurs que les Chinois. D'après ce que j'ai lu, ils utilisent des modèles vidéo chinois, mais des modèles d'intelligence artificielle chinois. Mais effectivement, dans l'exécution, comme on dit chez les publicitaires, c'est quand même beaucoup mieux réussi. Mais tous les gens qui sont allés en Iran ces dernières années disent qu'il y a une espèce de double vie dans la société iranienne, et que on y fait la fête, discrètement on y boit de l'alcool, on enlève son voile quand on est à l'abri, et on y produit ce genre d'images qui sont aujourd'hui récupérés par le régime. Les mariages provisoires. Bon, ça se fait encore. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Bien sûr, mais enfin, c'est quand même une sorte effectivement de duplicité par rapport à un certain rigorisme. Non. C'est inscrit dans c'est une sorte de rite que les religieux pratique. C'est une façon hypocrite d'avoir une relation sexuelle avec une femme pendant 1 heure, et au lieu de recourir à la prostitution ou simplement au concubinage, eh bien, on se dit marié avec une telle, on se marie pendant 1 heure, et puis on la répudie l'heure d'après. Et on a fait, moi j'ai fait des documentaires là-dessus, enfin des reportages, et vous avez dans les milieux les plus religieux, et notamment pendant Karbala, qui est la commémoration de ce que eux appellent le martyre de l'imam Hussein, dans les coulisses de cette manifestation religieuse, des deals se font, et parfois avec des filles mineures.
Donc voilà. Et les ça, chambres d'hôtel sont pleines. Voilà. À Karbala. Voilà. Et même les tentes et les voitures, et ça sert à ça. Et on vous vend une fille pour un mariage temporaire. Et c'est le même régime qui pend aussi beaucoup de femmes, jeunes femmes, par trop d'histoires de voile mal portées. Exactement. Mais juste pour ça, c'est un même groupe qui alimente toutes les ambassades. C'est un groupe de jeunes, Handala. Et qui produit cela. Handala, c'est le petit bonhomme palestinien, des caricatures de Najil Arali et un caricaturiste palestinien. Et vous remarquerez que là, il montre Trump qui dit « je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner ». Donc il souligne le caractère un peu incroyable de la propagande de Trump qui n'arrête pas de dire qu'il a gagné alors que le succès ne vient pas. Si vous nous rejoignez à l'instant, là, le durcissement général de tous les acteurs de cette guerre, l'Iran qui menace la France, on va y venir tout de suite, Trump qui durcit le ton sur les Iraniens, qui dit ils ne riront plus et qui juge inacceptable leur volonté de continuer le nucléaire, et aussi l'Iran qui défie les Américains et qui menace la France. Lisons exactement ces propos. La présence de navires français et britanniques dans le détroit d'Ormuz entraînera une réponse décisive et immédiate des forces armées de la République islamique d'Iran et viser évidemment le porte-avions Charles de Gaulle. Il a traversé le canal de Suez, C'est l'image qu'on voit là, qui est marquante évidemment. Et il se trouve à l'heure où nous parlons, quelque part en mer Rouge. Un mot d'abord sur le choix du moment. Pourquoi les Iraniens maintenant menacent la France ? Parce que ils ont vu comme vous ces images et ils souhaitent une clarification, et le président français depuis Alexandrie en Égypte où il se trouve actuellement le leur a apporté, sur la nature exacte de la mission du groupe aéronaval le Charles de Gaulle avec son écosystème qui l'entoure, accompagné ou suivi plutôt par le HMS, je me souviens plus de la dénomination, donc le navire britannique qui va se joindre à lui. Et le président français a insisté en rappelant qu'il s'agissait d'une mission purement défensive et qu'il n'était pas du tout, il ne s'agissait pas du tout, je cite, d'un déploiement pour militairement ou par la force rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais les Iraniens le font aujourd'hui parce que justement ils expriment leur doute quant à cette position neutre de la France. Ils estiment que faire étalage de sa puissance en envoyant le Charles de Gaulle non loin d'eux, c'est justement peut-être prendre part à la guerre. Mais Emmanuel Macron aujourd'hui a dit quelque chose de précis. Il a dit qu'évidemment que c'était pas un déploiement militaire naval envisagé du tout, et il a dit que c'était une mission de sécurisation en concertation avec les Iraniens. Oui, c'est le comble, parce qu'il faut dire, la France parle à l'Iran. Oui, absolument. Le président français a parlé au président iranien Pezeshkian il y a quelques jours. Et la réponse n'est pas vraiment sympathique des Iraniens, puisque la réponse est une menace. Oui, mais il peut y avoir un doute. Quand on arrive par le Bab el-Mandeb, ils pouvaient rester en Méditerranée, par exemple. Ils étaient restés en Méditerranée, il n'y aurait pas de doute. Mais quand ils passent le Bab el-Mandeb, c'est le porte-avions, mais avec 7 ou 8 frégates. Et puis c'est une force internationale, parce qu'il y a les Italiens, Espagnols, il y a les Britanniques se joignent, etc. Donc c'est une. Vous voulez dire que de bonne foi, la République islamique peut penser que les Français ou les Anglais... Écoutez, moi je verrai une force comme ça se rapprocher de mes côtes, je me poserai des questions. Oui. Vraisemblablement. Et puis il y a aussi le fait de vouloir dire, attention, le détroit d'Ormuz, il est à nous, et vous n'y touchez pas. Est-ce que vous partagez la réaction de Isaac Barchicha, représentant trumpiste qui était sur notre plateau, qui disait « Ah, voilà la preuve que ça sert à rien d'être sympa, entre guillemets, avec les Iraniens. Vous êtes sympa, vous faites des concessions, vous les appelez, vous discutez. Ce qu'une partie des Iraniens d'opposition reproche à la France, résultat, c'est zéro. Au contraire, ils sont encore plus agressifs. C'est pas la question d'être sympa ou pas. De toute façon, la France a déjà été frappée par les Iraniens en Irak, puisqu'il y a eu un soldat français, il me semble, qui est tombé en Irak. Donc la France, dès qu'elle a avancé ses pions, a été, je dirais, entre guillemets, punie par l'Iran. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, la France veut avancer son porte-avions. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des intérêts qui vont s'ouvrir derrière, et la France ne voudrait pas perdre certains marchés. L'aide aux Émirats arabes unis, par exemple. Par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est s'il y avait une véritable coalition internationale qui permettait, je dirais, de sécuriser le droit d'Ormuz. Ça permettrait, dans le fond, de bouger le curseur et de le faire revenir sur la question iranienne, c'est-à-dire au niveau du territoire iranien, au niveau du peuple iranien, au niveau de la question de l'uranium, et du coup, le détroit d'Ormuz qui a été défini comme la bombe atomique, entre guillemets, des Iraniens, dans le fond, changerait, je dirais, de niveau. Et donc, le curseur pourrait bouger, et dans le fond, les Iraniens qui jouent sur le détroit d'Ormuz, comme ils commencent à jouer sur la question des câbles de fibre optique,
voilà, il y a quelque chose. Soyez plus direct, est-ce que là, d'après vous, ça confirme du point de vue israélien et américain que la France et les Anglais devraient être franchement de combattre aux côtés des Américains et des Israéliens? Depuis le début, et les Israéliens, enfin, c'est vrai que l'opération était montée entre Israël et les États-Unis, et elle n'a pas, c'est vrai, prêté attention, en tout cas, elle n'a pas informé, pour dire clairement les choses, les Européens sur cette attaque. Mais c'est vrai qu'après, les Européens auraient pu rentrer dans le jeu. Les Anglais l'ont fait, puisque dès le début de la guerre, je voudrais simplement rappeler qu'il y avait des avions britanniques qui étaient dans une position défensive qui interceptaient des missiles. Mais il est vrai que les Européens auraient pu. C'est vrai que la problématique de l'Europe, elle est différente. Il y a plusieurs voix qui se parlent. Elles ne sont pas ce sont pas des voix qui arrivent à parler d'une seule voix, excusez-moi. Mais on voit très bien que si les Européens avaient été dès le départ dans l'affaire, peut-être que peut-être qu'on n'en serait pas encore là aujourd'hui. Oui, je sais pas, moi je pense à Molière, que diable irions-nous faire dans cette galère? Parce que, objectivement, c'est pas un franc succès pour l'instant, cette opération des Américains et des Israéliens. Moi, je souhaite qu'ils parviennent à leur fin et qu'on fasse tomber ce régime épouvantable. Mais je pense que ce n'est pas notre guerre et que donc nous n'avons ni des ambitions impériales comme les États-Unis, nous ne sommes pas en danger direct comme l'est Israël, et donc on peut faire de l'accompagnement une fois que la situation est un peu pacifiée. En revanche, je vois pas trop l'intérêt de s'y mêler, sauf si effectivement les Iraniens considèrent que comme nous sommes les amis de leurs ennemis, eh bien de ce fait nous devenons leurs ennemis. C'est pas du tout l'état d'esprit français. On est vraiment, vous savez, c'est le philosophe Julien Freund qui disait les nations pacifiques pensent qu'elles n'ont pas d'ennemis parce que elles pensent que c'est les nations qui désignent leurs ennemis, et comme on est gentil avec tout le monde, on pense que le réciproque est vrai, et en fait pas forcément. Si vous me permettez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Roquette, parce que quand il dit ce n'est pas la guerre des Européens, je pense que oui, c'est votre guerre. Parce que quand vous avez un régime, comme le régime iranien, qui menace l'Europe, qui menace la civilisation européenne, qui menace en ayant la possibilité d'ailleurs de frapper les côtes européennes, je pense que oui, ça doit être aussi votre guerre, parce que derrière tout ça, alors c'est vrai que vous n'êtes pas aux premières loges, mais à un moment donné, il va falloir savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on accepte ce régime qui menace, je dirais, l'ensemble d'une vision démocratique du monde, où on reste les bras pliés et on voit les trains passer. Non, mais sur le principe, je suis d'accord avec vous. Et tout régime islamiste qui chute est une bonne nouvelle pour le monde. Et l'Iran étant de tous les régimes islamistes le plus belliqueux et le plus dangereux, effectivement, je souhaite ça. Mais je pense qu'il y a un principe de réalité. Et que la France est une puissance moyenne. Quand on voit que même les États-Unis, avec leurs moyens quasiment illimités, n'y arrivent pas, il me semble qu'il y a pour nous plus de risques que d'avantages de nous y lancer. Mais sur le fond, si on disait, il y a qu'à faire intervenir 20 rafales et la guerre est gagnée, alors là, je signerais des deux mains. Est-ce qu'il y a quand même un loup, Est-ce qu'il y a quand même un loup dans l'histoire? Alors, la France joue son rôle de manière impeccable pour défendre ses alliés. Les Émirats Arabes Unis l'ont dit. Regardez les images des rafales qui en témoignent. Ces rafales ont intercepté notamment des drones qui menaçaient les Émirats Arabes Unis. Donc, la France joue son rôle très bien. Est-ce qu'il y a tout de même là un risque d'engrenage? Peut-être pas d'escalade, mais en tout cas d'engrenage où la France, petit à petit, met le doigt, puis la main, puis etc. Alors, il y a toujours un risque d'engrenage quand vous vous approchez d'un théâtre d'opération aussi volatile que celui-là. Clairement, maintenant, on imagine que des dispositions sont prises pour minimiser. Le risque zéro n'existe pas, mais pour comprimer le plus possible les risques éventuels liés, encore une fois, à ce théâtre d'opération. Moi, j'ai été frappé par la déclaration du président français hier. Je ne sais pas si la régie va le retrouver. En fait, dans la formule du président Macron, il parle des différentes parties. Et ce qu'il est en train d'indiquer, le président français, et ça c'est absolument majeur, et c'est là qu'une plaque tectonique, à mon sens, est en train de bouger, c'est que la France, le Royaume-Uni embarque quand même une cinquantaine de nations dans cette affaire, c'est quand même un quart des pays du monde, et se place en situation de neutralité entre ces belligérants, en indiquant, c'est évidemment pas dit comme ça, mais en faisant comprendre, les adultes se rapprochent du théâtre d'opération. Quand vous aurez fini votre histoire et qu'un véritable accord sera signé, eh bien nous qui sommes forts, stables et fiables, nous interviendrons pour faire revenir le droit international. Et va se poser la question du degré d'implication de la France. Regardez, Comme vous elle sera par nature distincte des parties
en Nous guerre. avons un chef d'édition rapide et orgueilleux. Ouais. Donc vous l'avez Bravo. défié, paf, il faut tout de suite qu'il sorte la citation. Voilà. Félicitations à lui. Elle sera par nature distincte des partis en guerre. Le prépositionnement du porte-avions Charles de Gaulle s'inscrit dans ce Ça, contexte. c'est de l'équidistance par rapport, ça ne va pas vous plaire, mais à ce régime qui est présenté dans une conception métaphysique de cet affrontement comme l'incarnation du mal, et de l'autre côté, deux personnages qui, pour moi, sont très loin d'être l'incarnation du bien, Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Le président français, lui, dit les partis en guerre. Vous allez pouvoir débattre de ça très exactement sur ce qui va venir, c'est-à-dire le nucléaire. Est-ce qu'effectivement on peut rester équidistant sur cette question iranienne, y compris dans sa dimension nucléaire? C'est le cœur de la réaction de Trump ce soir, qui réagit à la réaction des Iraniens. Des Iraniens disent nous sommes souverains, le nucléaire ça reste quand même de notre souveraineté. Et lisons exactement les mots du président Trump qui refuse cette réponse. Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants iraniens. Je ne l'aime pas. Je la trouve totalement inacceptable. Là, il y a la partie théâtre, mais il y a la partie centrale qui est effectivement le nucléaire iranien reste la question sur le quoi personne ne cédera. Oui, vraisemblablement, mais quelles sont les solutions après? C'est bien joli de faire des coups de menton et de dire c'est inacceptable, mais il a fait une opération, la guerre des 12 jours en juin 2025, il a bombardé 6 semaines, il a envoyé des B-2, et finalement, on n'a pas vu le résultat arriver en matière de nucléaire. Donc, quelles sont les solutions qu'il propose aujourd'hui? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il faut soit envoyer des troupes au sol, soit continuer à bombarder avec une espérance que ça va se résoudre comme par miracle. Mais il y a quand même dans cette formule une frustration et un constat d'impuissance, à mon avis. Il y a quelque chose, moi, qui me paraît assez patent. Hein. Et quant alors, pour finir, le risque d'engrenage, je n'y crois pas, parce que le président Macron a été vraiment très clair. Si le président Macron, qui est le chef des armées, dit on n'y va pas, c'est qu'on n'y va pas. Donc il n'y aura pas d'engrenage dans cette affaire-là. Le problème avec cette logique, et puis je rappelle que pour se joindre à la coalition, nous on a un problème, c'est un problème de confiance. Et aujourd'hui, la confiance est rompue avec Donald Trump, elle l'est durablement, et donc on ne s'engage pas aux côtés de quelqu'un avec lequel on n'a pas confiance, surtout pour aller s'enliser dans un truc mal ficelé. Juste, tous les pays du Golfe ne croyaient pas à cette logique d'engrenage, se pensaient à l'abri. Donc je ne dis pas que, si vous voulez, l'Iran va forcément... Oui, mais ils sont victimes de la géographie. Bien sûr. Ils sont là, quoi qu'il arrive. Nous, on n'est pas là. Quand on s'approche de cette géographie, par, j'allais dire... Revenons au centre. Et la preuve par l'acte. En juin, il y a eu des bombardements pour le nucléaire. Et cette fois-ci, à nouveau, ce qui se dessine, semble-t-il, dans tout ce qu'on voit là, c'est s'il y a une reprise chaude de la guerre, c'est sur le nucléaire, très visiblement. Regardez tout ce que les Américains montrent, puisqu'ils font de nouveau un grand effort de démonstration de leurs moyens. Le commandement central américain a fait une revue par un clip nouveau sur les patrouilles au-dessus du Proche-Orient. L'avion de chasse F-18 ravitaillé par les KC-135 de l'US Air Force. Il y a encore plus d'avions qui sont en train d'être amenés dans la région pour un usage, très vraisemblablement, Guillaume Roquette. Pas pour le nucléaire, hein. Non. Non, Ce sera les B2. Le F-18, ça bombarde pas du nucléaire, ça n'est pas capable d'aller raser une infrastructure nucléaire. C'est totalement inadapté. Ça vous rase une batterie, ça rase un centre de commandement, un PC, ça peut tirer sur une raffinerie, ce que vous voulez. Vous n'annihilez pas le nucléaire avec du F-16. Ça, c'est absolument certain. Mais il y a l'espoir toujours de faire plier, en général, le régime de Téhéran. Le régime, ils peuvent toujours avoir l'espoir de faire plier le régime, mais jusqu'à présent, ça n'est pas ce que l'on voit. Et on a le sentiment que le régime, justement, s'il s'arc-boute sur une chose, c'est bien la défense, effectivement, du nucléaire, parce qu'il sait que ce nucléaire, de toute manière, il est très très difficile à aller chercher ou à détruire. Regardez ce que les Iraniens ont frappé, et entrons dans le détail de leurs voisins, les Américains, ont frappé. Les pétroliers touchés au cours des jours derniers, et on a de nouvelles images, d'abord des pétroliers eux-mêmes, ensuite des images satellites qui en rendent compte. Les Américains montrent aux Iraniens que ça va continuer. S'ils ne cèdent pas, ça ne s'arrêtera pas. Non, effectivement, et c'est la raison pour laquelle Donald Trump est dans une situation qui est compliquée, parce que ces puissances golfiques que je mentionnais à l'instant, elles sont d'abord divisées entre elles, et on parlera peut-être de l'exemple des Émirats arabes unis, mais surtout, elles craignent de vivre simplement une redite, en fait, de ce qu'elles ont déjà vécu. Et c'est ça qui me fera vous nous montrer le F-18 Super Hornet. Où est la rupture par rapport à ce qui a été fait précédemment? Einstein disait, la définition de la folie, c'est refaire exactement la même chose en vous attendant à ce qu'il y ait une issue différente. Donc, où est la rupture dans la méthode? Le général Richoux parlait de l'éventualité de troupes au sol. Elle serait là, la rupture.
s'ils veulent effectivement l'effet final recherché, que ce soit le changement de régime ou la saisie de cet uranium que refuse de céder pour l'instant le régime, comment est-ce que vous faites ça par les airs ? Je ne le vois toujours pas. Donc, à moins d'être prêt d'aller, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à la casse, parce que on va pas se refaire la comparaison avec l'Irak, mais à moins de passer par le sol, je ne vois pas cela advenir. Et on va faire rentrer une autre donnée dans l'équation. Le voyage à venir de Donald Trump en Chine. On va y revenir. Passons par Washington. Justine Jankowski, d'abord sur l'intention de Trump, sur cette espèce de colère affichée, affirmée par le président américain. Cette réponse de Donald Trump toute la journée et finalement nous parvient par son réseau social Truth une réponse claire et limpide. Il dit « Je n'aime pas cette réponse des Iraniens au plan de paix américain, c'est totalement inacceptable ». Et on se doutait effectivement que Donald Trump n'allait pas aimer cette réponse des Iraniens au vu des détails de cette réponse qui ont fuité dans la presse. C'est notamment le Wall Street Journal qui cite plusieurs sources proches du dossier qui rapportent plusieurs désaccords. D'abord, les Iraniens n'acceptent toujours pas que les Américains s'emparent de leur uranium enrichi, même s'ils sont d'accord pour le céder à un pays tiers. Et puis, autre désaccord, les Iraniens refusent de suspendre leur programme d'enrichissement pour 20 ans. Ils veulent s'engager pour une durée plus courte. Plusieurs points donc de désaccord qui énervent, qui agacent profondément Donald Trump, qui voit bien qu'il n'arrive pas à faire céder les Iraniens. Donald Trump, qui il y a quelques heures était au téléphone avec Benjamin Netanyahou, et le Premier ministre israélien, lui, a été très clair. Il veut une reprise de la guerre. On imagine que potentiellement au téléphone, il a tenté de convaincre Donald Trump de reprendre les hostilités. Mais si on écoute l'entourage du président américain, ici, il cherche plutôt une solution diplomatique qui semble aujourd'hui dans l'impasse. Donc, ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est quelle sera la prochaine décision de Donald Trump. Merci beaucoup, Justine. Quels sont les moyens qu'ils emploient pour faire plier la volonté des Iraniens, s'ils y arrivent ? On a entrevu, restons-y un instant, ces images satellites des pétroliers iraniens qui ont été frappés. Regardez, on voit les panaches de fumée. Je ne sais pas qui veut les commenter, Général Richoux. Oui, alors là, on voit il y en a 3 ou 4, je crois, qui ont été frappés ces derniers jours, notamment par les Américains. Il s'agit bien de voilà, et qui ont provoqué, je crois, un début de marée noire au large de l'île de Karg. Et donc cette marée noire, semble-t-il, depuis mercredi, a été quand même plus ou moins résorbée, ce qui semblerait prouver qu'elle n'est pas volontaire en tous les cas, et qu'elle est l'issue des combats et des bombardements. Est-ce que ça fait mal aux Iraniens ? C'est-à-dire quand même, oui, parce que les capacités de stockage sont atteintes, étant donné qu'ils ont un problème d'export. Ils doivent stocker, et chaque bâtiment sur lequel ils ne peuvent plus stocker est un véritable problème pour eux. Donald Trump explique que ce régime a tué 42 000 de ses concitoyens en janvier dernier. Imaginez que, parce que cette image, c'est quoi ? C'est la pression économique. C'est la tentative par les blocus sur les ports iraniens, rien ne rentre et rien ne sort, d'accentuer la pression financière sur un pays qui est déjà le plus sanctionné au monde, et depuis des décennies. Et de se dire qu'un régime qui est capable de tuer des dizaines de milliers de ses concitoyens sous le poids d'une économie qui s'effondre va finalement capituler, je ne comprends pas cette logique, à moins de s'installer encore plus là-dedans et plus durablement, et d'accepter du côté des Américains, de passer par une souffrance accrue de cette population, parce que ça va d'abord toucher la population dans son ensemble, avant un régime qui va pas se priver d'accumuler, pratiquer la prédation et de se nourrir et vivre tranquillement pendant que les autres souffrent. Sophia. Oui, c'est ce qu'avait fait déjà Saddam Hussein avant lui. Et on sait que dans les dictatures ou dans les pays où on n'a aucun respect pour sa population, les premiers à souffrir, ce sont les peuples, et que finalement les régimes, aussi brutaux soient-ils, ils arrivent grâce à la prédation que vous évoquiez, Gallagher, entre autres, au détournement, de rester sur place. Moi, ce qui m'interpelle ici, pour finir, c'est que on remarquera que, évidemment, d'abord, les moyens n'ont pas changé pour obtenir des résultats différents ou meilleurs, c'est-à-dire des présences d'hommes pour descendre sur le territoire iranien. La deuxième chose, c'est que plus cette guerre dure et plus elle piétine, et plus Trump peste, fulmine, s'impatiente, et plus, le faisceau des objectifs dont l'Iran accepte de parler, se rétrécit. Et là, on en est à parler du détroit et de la navigation et de la fin de la guerre. Et on ne parle et du nucléaire.
Oui, le nucléaire. oui, c'est comme le gros morceau. Pas les Iraniens. Les Iraniens veulent pas. Et c'est ça le problème, exactement, Guillaume. D'accord. En fait, C'est exactement ça. Donc c'est réellement un problème. Donc on peut comprendre la déception dont vous parliez des Israéliens et la colère de Donald Trump. de manière tristement ironique, ce régime est plus dur dans la négociation suite à cette phase de guerre chaude qu'il ne l'était avant la guerre. Parce qu'avant la guerre, il pouvait imaginer. C'est un peu comme Hitchcock. La violence, vous la montrez pas, vous la laissez deviner. Vous travaillez sur l'imagination du spectateur, de l'adversaire, de l'ennemi, du compétiteur. Là, ils savent à quoi s'attendre. Et donc, ils se disent, on y a survécu, vous voulez y retourner, allez-y. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'ils essaient de balader tout le monde au début de la guerre. Il y a une autre hypothèse. Ils prétendaient avoir des positions plus souples. Mais ce qui veut dire qu'ils ne capitulent pas sous la menace de l'emploi de la force. Oui, le problème, Darius, c'est qu'effectivement, on a bien compris que Donald Trump, pour le moment, ne voulait pas retourner frapper. En tout cas, il voulait éviter. Donc, la deuxième solution, c'est négocier. Mais le problème, c'est que quand on négocie, il faut qu'il y ait des compromis et des concessions de part et d'autre. Or, pour le moment, il n'y en a ni du côté américain, ni du côté iranien. Ils campent tous les deux sur leur position. Mais Donald Trump, pour le moment, continue à préférer cette voie. Et quand on traite son partenaire avec lequel on négocie, avec lequel on est en guerre, là, mais on veut négocier, eh bien, finalement, on le légitime. Donc le problème aussi, c'est qu'il y a une partie de l'élite américaine qui considère qu'il ne faut pas, il ne faut pas légitimer ce régime de la République islamique et que négocier avec lui, désirer négocier, c'est le légitimer. Et pour le moment, donc, on tourne en rond, on en est là. Quels sont les moyens militaires sur le conventionnel et contre le nucléaire? Conventionnel d'abord. Regardez les images de ces F-18 puisque c'est l'arme que met en avant le commandement central américain et Trump. C'est l'appareil qui a été utilisé contre les ports pétroliers qu'on voyait tout à l'heure. Faites-nous l'explication aussi, s'il vous plaît, de comment fonctionnent exactement ces tirs au canon. Je ne sais pas si on peut voir le nez des F-18, où on comprend que ces avions très sophistiqués. Oui, mais alors le F-18, il a aussi des missiles, il a tout ce qu'il faut. Hein. Le F-18, il peut faire aussi de la Et là, ici, c'est le canon. Ça, c'est une mitrailleuse Gatling. C'est du Vulcan. Voilà. Alors, faites-nous l'explication exacte. Enfin, c'est un système Gatling, en tout cas. Alors, explication exacte de cette mitrailleuse. Alors ça sont des mitrailleuses qui à très très haute cadence, parce que vous voyez, il y a plein de canons, et donc là, avec ça, vous pouvez soit descendre un appareil, soit par exemple un drone. Là, à bas coût, vous pouvez très très bien taper un drone Shahed et ça vous coûtera pas cher. Hein, on se rappelle que les missiles français tirés contre les drones, ils coûtaient 600 000 €. Avec là, avec quelques euros de cartouches, vous pouvez tranquillement vous faire un drone. Ces images sont très impressionnantes parce que c'est la première fois que je les vois où on comprend que il y a les choses très sophistiquées, les missiles ultra modernes, et ça rappelle les films de cow-boy où la mitrailleuse est utilisée simplement. Mais c'est exactement ça. Ça date de la guerre de 1870. Ça. C'est ça. C'est modernisé. Les films sur la guerre de sécession. Voilà, c'est la guerre de... Non, mais oui, mais 70, c'est la guerre de sécession. Les premières sont apparues à ce moment-là. On voit la cavalerie qui a derrière une mitrailleuse. C'est au canon qu'on s'est battu et à la mitrailleuse qu'on s'est battu dans l'air pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas de missiles, il n'y a rien du tout. Soit on larguait des bombes, soit on tirait comme ça. Mitterrand avait été blessé, rappelez-vous, il avait gardé un éclat d'obus dans c'est possible. Je crois qu'il était en civière dans un convoi et un avion allemand est arrivé avec ce type de moyen de tir. Oui, effectivement, où ça rappelle aussi les combats aériens de la Première Guerre mondiale, où les mitrailleuses, je crois, étaient synchronisées pour pouvoir tirer sans taper dans l'hélice, parce qu'évidemment, ça marcherait moins bien après, comme disait Louis de Funès. Donc, c'est plutôt Bourvil, pardon, qui dit ça. Mais c'est vrai que c'est une des ironies de cette guerre, c'est que les F-18, qui, comme le général Richoux le rappelait, peuvent transporter des missiles qui valent des centaines de milliers de dollars, bourrés d'électronique, finalement, ont au moins autant besoin de cet armement, somme toute, assez rustique, parce que la force des Iraniens, c'est d'avoir eu des armes qui n'étaient pas adaptées à une riposte de haute intensité technologique, c'est-à-dire ces drones, toutes ces petites, cet outil, ces armes, je dirais, de basse intensité, contre lesquelles les Américains étaient finalement pas très équipés. Ça montre quand même que les Américains s'adaptent. Alors ici, vous avez un regard très critique et raisonné, évidemment, sur mais malgré tout, ils font évoluer leurs moyens. Il y a toujours eu ça, hein. Oui. Oui, mais il y a toujours eu ça. C'est-à-dire il faut comprendre que chaque guerre
permet de faire malheureusement évoluer la prochaine guerre. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de l'armement et de chaque guerre, on peut apprendre pour faire évoluer de nouvelles armes qui interviendront malheureusement, je le dis bien, dans une future guerre. Donc on est aussi dans la course à l'armement, mais au-delà de cela, on voit très bien qu'il y a évidemment du matériel hyper sophistiqué et on le voit tous les jours, mais il y a aussi du matériel, j'allais dire, basique qui sert à faire du travail au jour le jour. Et ce type de canon, chez nous on appelle ça le Vulcan, alors je ne sais pas comment on dit en français. Comment dites-vous ? Vulcan, chez nous on appelle ça comme ça, mais alors je sais pas. Oui. Bah, nous, on appelle ça une Gatling. Voilà, en fait, parce mais que c'est un système Gatling. C'est quelque chose qui est très classique, qui peut être mis évidemment sur à terre, mais aussi sur des avions. Et c'est, je dirais, de la guerre classique. Et la question est de savoir d'ailleurs, par rapport à l'Iran, si on va aller dans les jours qui viennent vers une intervention beaucoup plus classique par rapport justement à la question du nucléaire. Cela veut dire, quand j'appelle une guerre classique, c'est vrai qu'il y aura évidemment des drones, il y aura des satellites, il y aura énormément de renseignements, mais il est très possible, je dirais, qu'il pourrait y avoir des troupes au sol sous forme de commandos qui puissent intervenir d'une façon beaucoup plus classique avec, je dirais, pour entourer une zone d'une façon aussi classique, pour récupérer ces 440 kilos d'uranium. Mais on n'en est pas encore là. Regardez, Trump insiste ce soir sur le nucléaire. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on est là au cœur de l'affrontement qui est en train de se concentrer littéralement là-dessus. Trump dit les dirigeants iraniens nous baladent, ils ne riront plus, en particulier sur la question du nucléaire. On le questionne à ce sujet. Réponse, nous obtiendrons l'uranium enrichi de l'Iran à un moment donné, quand nous le voudrons. Nous le surveillons. J'ai créé une chose appelée la force de l'espace. Il surveille cette zone. Si quelqu'un y entrait, il pourrait vous dire son nom, son adresse, le numéro de son badge, humour Trump. Si quelqu'un s'approche de l'endroit, nous le saurons et nous le ferons exploser, nous le ferons sauter. On est dans un moment où il dit des choses intéressantes. Alors, est-ce qu'il bluffe ou non, ça c'est autre chose, mais il dit, on sait où est l'uranium, et on a le détail exact de qui s'en approche, sous-entendu quel ingénieur, quel moyen militaire pour les déplacer, etc. D'abord, est-ce que c'est crédible qu'ils aient ce degré de renseignement ? C'est que la clé est le renseignement. Sans renseignement de détail, vous n'irez pas au sol chercher ou détruire, parce que c'est peut-être plus facile de le détruire d'ailleurs que d'aller le ramener. Mais sans renseignement précis, donc là, est-ce qu'il y a du bluff ? Ça, moi, j'en sais rien. On n'est pas du tout dans le secret. Est-ce que le Mossad le sait ? Ça, c'est votre maison. Vous n'étiez pas strictement Mossad, Stéphane Gaudier. Je ne sais pas si Qu'est-ce que c'était votre maison exactement ? D'abord, c'est pas ma maison. J'ai d'autres maisons. J'habite dans une véritable maison. Mais non, mais votre maison, proprement dit, vous étiez renseignement militaire israélien, c'est ça ? Non, j'ai pas été au renseignement. J'étais dans une unité d'élite de Tzahal qui unité commando. Renseignement, oui. C'est ça. Est-ce que le Mossad le sait ? Est-ce que je pense qu'il y a énormément d'images, il y a énormément d'hommes au sol, il y a énormément d'agents, qu'ils soient israéliens ou américains ou occidentaux. Que font-ils d'ailleurs ? Qui se baladent en Iran, comme ça. Qui se promènent en Iran, qui donnent énormément de renseignements, je pense, aux troupes armées qui interviennent. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont délimité l'endroit ? Moi, je pense que oui. Comment font-ils, pardon, Stéphane Gaudier, oui. Vous entrez, vous avez une très grande expérience des unités d'élite, je vous taquinais tout à l'heure, mais même si on ne sait pas exactement, il y a ceux qui bluffent plus que d'autres dans ce genre d'affaires, voilà. Vous avez une grande expérience. Décrivez-nous un peu ce qu'ils peuvent faire, se déplaçant en Iran, pour essayer d'avoir des renseignements aussi sensibles que ceux-là. C'est très simple, c'est d'abord, il doit y avoir évidemment des personnes qui sont dans les instances les plus hautes des dirigeants du régime de la République islamique. Donc, agent double. Obligatoirement, ça peut être aussi des gens qui travaillent d'ailleurs dans le monde du nucléaire, ça peut être des gens qui travaillent dans les usines, ça peut être des gens qui sont au sein des instances dirigeantes, qui sont prêts à donner du renseignement. On sait très bien que la plupart des agents du renseignement qui pourraient informer ou les États-Unis ou Israël ou d'autres, ce sont des Iraniens eux-mêmes qui sont sur le terrain. Et donc l'information, elle doit arriver au tenté. Vous savez, quand vous allez préparer une opération de ce type-là, c'est pas anodin, ça se prépare pas en 48 heures, c'est énormément de temps, c'est énormément de renseignements. Il y a un effet de surprise qui doit être mené, évidemment. C'est quand, évidemment, tout le monde regarde une autre cible que cela se passe. C'est énormément de renseignements, mais surtout aussi, c'est sécuriser et avoir un plan
A, un plan B et un plan C dans cette affaire. Donc c'est énormément de temps avant que ça puisse, je dirais, se mettre en place. Et je vais vous dire, quand on doit appuyer, quand il doit y avoir le feu vert, vous savez très très bien qu'à chaque fois, les choses ne se passeront jamais complètement, parce qu'il y a toujours quelque chose. Vous savez, ça peut être l'air, ça peut être la pluie, ça peut être énormément de paramètres qui rentrent dans un cadre bien précis et qui va modifier votre mission. Et pardon, on est dans un moment de tension extrême sur ce sujet précisément. À l'instant, agence Tasnim, c'est l'agence du pouvoir, qui cite les responsables, réaction à la réaction du président américain, ça n'a aucune importance, disent-ils, personne en Iran ne cherche à plaire à Trump, seule la nation compte là. L'Iran se braque, Trump se braque. Sur cette question nucléaire, vraiment, personne ne veut céder. Écoutez, je vous donne tout de suite la parole, Anne, écoutez ce clip de présentation des Américains de cette force de l'espace dont parle Trump et qui, prétend-il, connaît à la minute près et au millimètre près où se trouve le nucléaire iranien. The United States is deadly serious about commanding the ultimate high ground of space. Unseen by the world, the Space Force is doing two things. First, they're degrading Iranian capability, and second, they're helping to protect American forces. We remain highly vigilant. Coordinated space and cyber operations effectively disrupted communications and sensor networks across the area of responsibility. And our Space Force has given us the ultimate high ground, delivering space superiority, which has been a critical enabler to this fight. In Operation Midnight Hammer, Operation Absolute Resolve, and more recently, Operation Epic Fury, during which space effects were critical to mission success. La Space Force, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, il y a quelque chose qui me gêne pour avoir mené pas mal d'opérations, non pas de ce type, mais qui pourraient y ressembler. D'abord, on n'en parle jamais. Le fait d'en parler prouve une certaine, entre guillemets, faiblesse. Où est l'esprit de surprise si vous en parlez dans tous les médias du monde ? Si vous faites ce genre de vidéo, ça va être repris par l'ensemble des télévisions. Donc vous savez, plus, j'ai toujours dit, moins on en sait, mieux ça se passera. Oui. En français, on dit « ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas ». Non, mais cette opération, effectivement, c'est la clé de cette guerre. On voit bien que côté iranien, une fois de plus, c'est une question d'honneur, de prestige. Ils ne veulent pas rendre, en tout cas, donner aux États-Unis ce qui leur reste de cet uranium enrichi. Peut-être le donneront-ils, le transféreront-ils à la Russie ou à la Chine, on ne sait pas encore. Et côté américain, alors Stéphane Goldin vient de nous dire que visiblement, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Évidemment, ça c'est la moindre des choses. Donc tout ça est prêt. Mais on attend quoi ? Une volonté politique, une décision politique. Et cette décision politique, elle vient de Donald Trump. Et pour le moment, elle ne vient pas. Elle ne vient pas soit parce que il est possible que cela ne réussisse pas, ce qui serait un désastre, soit parce qu'il croit encore obtenir ce qu'il veut obtenir par la négociation. Est-ce qu'il bluffe ? Franchement, quand on voit ça, ce que dit Goldin en substance, c'est que là, ils sont des pros du bluff, les Américains. Ils savent très bien, rappelez-vous la guerre des étoiles, ils avaient très bien su bluffer. Est-ce que là, ils bluffent ou vraiment ils savent ? Non, ils bluffent pas du tout. La Space Force, c'est pas un secret, c'est lancé en 2019. Ça existe. C'est le premier mandat de Donald Trump, ça a été annoncé à grand renfort de pub. Le budget annuel pour 2026, c'est 40 milliards de dollars. En revanche, là où il y a non pas un bluff, mais si vous voulez un delta, c'est entre les capacités technologiques et l'obtention de résultats et de finalités politiques. Le problème de cette opération, il n'est pas militaire, il n'est pas technologique, il est politique. Il est stratégique. Et c'est ça le souci, si vous voulez, c'est que vous pouvez avoir tous ces joujoux, tous ces B2, faire des pubs, des vidéos, Pete Hegseth qui flexe les muscles, etc. Non mais attendez, la question c'est, en fait, est-ce qu'ils calibrent ? C'est-à-dire, ils ont tué Khamenei, ils ont tué Larijani, ils ont tué XY, mais par exemple, pour l'instant, ils ne tuent pas Pezeshkian, ou c'est parce qu'ils ne peuvent pas, ou parce qu'ils ne veulent pas. Ils savent où ils sont. Mais la trêve tient, Darius. Tant qu'on est en trêve, on ne tue pas les dirigeants. Sinon, ça veut dire que la trêve est terminée. Oui, mais même moi, ce qui me avant fascine, la trêve, c'est que la trêve, là, à un moment donné, ils se sont arrêtés. Donc c'est comme s'ils calibraient quand même leur guerre, ils ne tuent pas. Elle est calibrée là. Elle est absolument calibrée sur le détroit d'Ormuz avec des incidents calibrés qui ne veulent pas monter aux extrêmes. Moi, ce qui me frappe ce soir, c'est que on parle de guerre, de machin, le nucléaire, on va aller chercher le nucléaire, etc. Mais en fait, personne n'a redéclaré la guerre, n'a repris les combats. Moi, je suis frappé, pardon de vous interrompre, mais d'après tout ce que vous dites, c'est-à-dire, il y a Trump qui fait beaucoup d'agitation, etc., mais en réalité, les Américains ont l'art toujours
de calibrer, c'est-à-dire de pousser un peu, de tuer un certain nombre de dirigeants, mais pas tout. tout. Dire calibrer. Jamais au 21e et au 20e siècle, vous avez eu un tel déploiement de puissance dans aussi peu de temps. Vous regardez les 3 premières journées, vous regardez le nombre de cibles, l'extrême précision, la quantité de munitions intelligentes employées à la fois par les Américains et les Israéliens. C'est shock and awe, mais version testostéronée, à la puissance 20 si vous voulez. C'est comme le début de l'opération. Si je voulais vous taquiner, je dirais, il faudrait que vous vous mettiez un peu d'accord, parce que les mêmes, pardon, je respecte absolument votre avis, mais Goya sur ce plateau dit, ils en ont justement pas fait assez, tout a été sous-dimensionné, il dit tout a été sous-dimensionné. Alors ça, c'est Einstein. Et vous arrivez en disant, non, ils ont tout mis tout de suite, il y a tous les moyens. Ce qu'ils ont fait, ils ont frappé 13 000 cibles, ils ont éliminé le guide suprême, le chef d'état-major, le chef des renseignements, des dizaines, des centaines de responsables politiques, militaires, cléricaux, etc. Et ils n'y arrivent pas. Le régime n'est pas tombé. Les proxys sont toujours là. Les missiles sont toujours là. Les drones sont toujours là. Le nucléaire est toujours là. Donc il n'y arrive pas. Alors vous pouvez taper encore plus fort avec encore plus de munitions, mais il commence à en manquer dans certains. Et pardon, je vous interromps, c'est ce qui prend le chemin. Lindsey Graham, qui est vraiment le parti de la guerre à Washington, l'idée qu'il peut pousser à bombarder, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Mais là, c'est une voix qui compte auprès de Trump quand même. Il représente quelques sénateurs et enfin quelques parlementaires importants. Il dit j'apprécie les efforts sincères du président Trump pour trouver une solution diplomatique. Mais, fini la diplomatie, entre les attaques incessantes contre la navigation internationale, les attaques persistantes contre nos alliés au Proche-Orient, il faut maintenant une réponse, parce que la réponse est totalement inacceptable, celle des Iraniens à la proposition diplomatique américaine. Il est temps d'envisager un changement de cap. Oui, et pour l'instant, je crois, contrairement à Gallagher, qu'il y a une forme de retenue chez les Américains. Prenez un exemple, on a beaucoup parlé de l'île de Karg, donc cette espèce de terminal, de port en haute mer qui permet l'exportation de l'essentiel du pétrole iranien. Les Américains ont tapé la piste d'atterrissage, ils ont tapé les réserves de munitions, mais d'après ce qu'on sait, le terminal pétrolier est intact. Vous pensez bien que si les Américains avaient voulu l'éliminer, ils l'auraient pu. Je vais même encore plus loin. S'ils avaient voulu envoyer un tapis de bombe sur Téhéran, ils pourraient le faire. Or, ils ne le font pas parce que je crois pour 2 raisons. D'abord, il me semble que il reste chez Trump un petit fond de bon sens. Peut-être qu'il se dit en lui-même, je me suis peut-être laissé embarquer. J'ai cru les Israéliens, mon ami Netanyahou qui m'a dit vous allez voir, ça va durer quelques jours, ça va être une promenade de santé. Mais il veut pas être humilié, mais il sait quand même jusqu'où ne pas aller trop loin. Ça, c'est le premier point. Et puis peut-être aussi la volonté des militaires américains qui disent on peut frapper beaucoup plus, on peut détruire beaucoup plus, mais l'objectif politique n'est pas forcément atteignable par là. Je pense tout simplement, la question de Téhéran, il y a les populations civiles aussi. Merci. Voilà, je pense que... Gaz abyss. Voilà, on va pas... par contre, on est face à on est face à une guerre qui n'a pas été assez anticipée. Et je fais dans le fond une sorte de parallèle avec ce qui s'est passé au mois de juin dernier. Au mois de juin dernier, oui, il y avait une anticipation qu'Israël avait menée, et d'où les Israéliens d'ailleurs, ou les Américains ont stoppé d'ailleurs Israël dans leur élan. Et beaucoup disent d'ailleurs en Israël que si les Américains ne nous avaient pas stoppé, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui parce qu'il y avait une véritable anticipation. Là, cette guerre qui a commencé le 28 février, aujourd'hui on sent qu'il y a une mauvaise anticipation, enfin une anticipation qui n'a pas été jusqu'au bout. La preuve, le détroit d'Ormuz, la preuve, la question nucléaire, la preuve aussi, je dirais, le manque de vision claire de la stratégie américaine, ne sachant pas où elle veut arriver. Non mais attendez, à qui la faute? À vous l'Israélien, non? Mais parce que regardez, il est malin, c'est la faute des Américains. Israël là-dessus a toujours été clair. Israël a toujours dit 3 objectifs principaux. La chute du régime, la question des missiles, la chute du régime, les missiles balistiques, la question du nucléaire et la question des proxys. C'était les 4
cible. Ah, ça vous nous vendez quand même. Quand c'est les Israéliens seuls qui se préparent, c'est bien. Et quand c'est les Américains, alors ils sont un peu... Ce qui est clair Écoutez, en tout cas, pardon, je vous interromps. On a entendu, je vous donne tout de suite la parole, promis. On entend juste Netanyahou, puisque ce soir, ce qui est en train de se jouer, c'est effectivement Netanyahou qui dit en substance, enfin, les Américains ont compris qu'il faut aller jusqu'au bout, casser le nucléaire, etc. Et ses propos sont extrêmement nets. Je vous donne la parole tout de suite. Je pense qu'elle a permis d'accomplir beaucoup de choses, mais elle n'est pas terminée, car il reste encore du matériau nucléaire, de l'uranium enrichi qui doit être retiré d'Iran. Il reste encore des sites d'enrichissement qui doivent être démantelés. Il y a toujours des groupes que l'Iran soutient. Il y a des missiles balistiques qu'ils veulent encore produire. Nous avons affaibli une grande partie de ces capacités, mais tout cela existe encore. Il reste du travail à faire. Jean-Marie Chou, là on a l'homme qui, à tort ou à raison, chacun est juge, dit cette guerre doit aller jusqu'au bout. Oui, absolument. Israël a toujours été clair sur le sujet, donc ils veulent la chute du régime, ils veulent la fin de l'uranium, mais il est beaucoup plus clair que l'a été Donald Trump. Parce que Trump, dès le début, il y a une mauvaise analyse de la situation. Et il y a surtout une grosse sous-estimation de l'adversaire, c'est-à-dire je bombarde 3 coups, le régime s'écroule, et puis l'affaire est pliée. Et donc... mais ils vont faire quoi là, maintenant ? Qu'est-ce qu'ils vont faire alors, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que les moyens n'ont pas changé, ils se sont peut-être renforcés, à voir, mais c'est la même opération. Donc, ce qui a été fait pendant 6 semaines, on va le faire bis repetita, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous croyez qu'on va faire tomber Alors, question à tous sur ce plateau, qu'est-ce qu'il peut faire de différent ? Parce qu'on a compris que vous êtes très critique sur ce qui a été fait, d'ailleurs, c'est vrai. Non, mais moi je dis, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ? Il n'y a rien qu'on puisse faire de différent, si ce n'est peut-être d'aller chercher les 440 kilos au sol. Essayer d'aller les chercher. Moi, je n'y crois pas. Mais c'est la seule chose différente qu'on puisse imaginer, c'est celle-là. Alors, appelons Polako. Vous savez, c'est comme dans les jeux télévisés. On aura la réponse. Appelez un ami. Voilà, c'était quoi ? C'était l'appel à un ami, 50-50. J'appelle Michel Polako. Michel Polako, bonsoir. Merci beaucoup. Suis-je un ami ? Voilà, vous êtes un ami, absolument, Michel Polako. Je posais la question. Un ami critique comme tout bon ami. Expliquez-nous, que peut faire, c'est la discussion après la déclaration de Netanyahou il y a une seconde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Américains et les Israéliens, qu'ils n'ont pas fait s'ils veulent vraiment durcir la guerre ? Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant, tout va dans ce sens-là. Hein. L'Iran qui menace la France, Trump qui menace les Iraniens et les Iraniens qui défient tout le monde. Eh bien, il ne faut pas durcir la guerre, il faut patienter. Et les choses se font doucement et sûrement. Petit à petit, les moyens offensifs de l'Iran diminuent. Donc il y a une authentique attrition. Alors, regardez d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont tiré 2 drones sur les Émirats. Enfin bon, c'est pitoyable. On a vraiment l'impression qu'ils sont en train de racler les fonds de tiroir. On voit plus passer de missiles balistiques. Et pourtant, les discussions et les négociations n'avancent pas. Donc, normalement, ils devraient quand même, de leur côté aussi, envoyer des coups de semonce. On les voit pas. Bon, il y a eu des tas de menaces sur le détroit d'Ormuz. Il n'y en a aucune qui s'est manifestée d'une manière véritablement efficace. Michel Polako, pardon de vous couper. Michel Polako, qu'on comprenne bien, vous semblez dire que tous ces plateaux de télévision, où vous avez vu comme les Iraniens ils tiennent bon, etc., se laissent un peu enfumer, s'auto-illusionnent sur la capacité d'opposition de l'Iran. Oui, si vous voulez, depuis le début, depuis 2 mois et quelques, je m'interroge. Alors donc, je regarde avec circonspection et j'évite d'avoir des avis trop tranchés, mais plus le temps passe, et plus je suis convaincu qu'effectivement, la plupart des analyses catastrophistes et cataclysmiques qui sont faites ne correspondent pas à la réalité de la situation. Laissez répondre le général On analyse et on interprète mal. Je veux simplement rappeler une chose, c'est que dernièrement, ce sont les services, me semble-t-il, américains qui ont dit qu'ils avaient des capacités résiduelles qui étaient entre 70 et 75% de leur stock. Alors c'est pas parce qu'ils ont tiré... Je rappelle qu'on est dans une trêve actuellement, et c'est pas parce qu'ils ont tiré 2 drones aujourd'hui qui sont en bout de potard, comme on dit dans l'armée française, de potentiel, j'allais dire. Donc ça veut dire qu'il leur reste vraisemblablement peut-être 1000 ou 1500 missiles, des milliers de drones Shahed, et qu'actuellement la retenue est des 2 côtés, malgré des accrochages, parce qu'ils sont encore en train de négocier. Là on est vraiment... on a le festival des expressions militaires dans cette émission. L'autre soir, on avait Père de Young qui nous après. Quand on est à la queue leu, on est bite au cul. Bon, alors, il y a vraiment toute la variété des expressions. Alors, est-ce qu'on est au bout du potard pour comprendre ce que dit
Michel Polaco. Je n'accorde aucune crédibilité à toutes ces déclarations qui sortent de toutes les CIA, NSA et autres chaînes de télévision qui récupèrent à droite, à gauche, dans tous les caniveaux de l'information, tout un tas de trucs qui sont absolument incapables pour constituer un ensemble. Personnellement, je doute considérablement que seulement 30 ou 40% des moyens offensifs iraniens aient été démolis. Je n'y crois absolument pas à ça. Je pense exactement le contraire. Je crois qu'il faut simplement être patient, savoir durer. Je pense que les Américains le savent très bien, qu'ils ont une manière de gérer sur le plan de la communication qui est pour nous très complexe à comprendre, mais qui fait qu'ils promènent le chien depuis 2 mois et que donc le chien sait toujours pas où il est, et surtout nous. Néanmoins, moi je vois les effets. Les effets, c'est qu'ils ont de moins en moins de missiles balistiques à tirer, de moins en moins de drones à tirer, qu'ils n'ont pas réussi à semer la panique dans le détroit d'Ormuz, sinon auprès des gens qui ont le plus peur, c'est-à-dire les assureurs et les opérateurs. Michel Polaco. Mais militairement, il ne s'est rien passé là-dedans. Ça Laissez répondre sur ce plateau. Michel, c'est très stimulant de vous entendre, parce que diversité des avis et des analyses. Vous dites, en quelque sorte, la CIA, etc., tout il faut regarder la réalité des faits. Non, je sais bien. Mais en réalité, la réalité des faits, c'est qu'effectivement, l'Iran n'a pas tiré de coups décisifs. Ils ont détruit un AWACS, ils ont fait des destructions. Mais ce que dit Polaco, il n'y a rien de décisif. Oui. J'espère que Michel Polaco a raison sur le plan militaire, mais ce qui est inquiétant quand même, c'est que la patience américaine, effectivement, on peut essayer d'étouffer le régime iranien, mais elle a un prix, et ce prix est considérable, c'est une fragilisation de l'économie mondiale. C'est peut-être ça l'arme principale des Iraniens, au-delà d'un potentiel militaire qui s'épuise, c'est que avec un pétrole à $110, l'économie mondiale a de quoi s'inquiéter. $110, on l'a déjà vu, c'est pas la première fois, et ça a duré plus longtemps que ça. Je ne suis pas du tout convaincu que la situation soit si complexe à gérer pour les économies. C'est dur, mais on a eu des tas de coups durs, et je pense que cette guerre, eh bien oui, elle représente en soi, sur le plan de l'économie, un coup dur, et un coup dur qu'il faut arriver à surmonter, et que nous surmonterons tous, vous le verrez. Alors, entrons plus en détail, restez avec nous s'il vous plaît Michel Polaco, puisque Michel Polaco, partons de son hypothèse, mais chacun, vous allez pouvoir préciser les vôtres, que en réalité, en tenant bon et en bombardant, etc., en continuant leurs opérations, les Américains et les Israéliens peuvent obtenir, juste ou mauvaise guerre, leurs objectifs. Les F-18, les F-16, tous ces moyens aériens notamment, qui sont engagés, oui ou non, est-ce qu'il y a d'autres types de bombardements qui peuvent être opérés? Et je reviens à vous, Michel Polaco, d'abord. Non, je crois qu'il n'y a pas besoin d'inventer des bombardements complexes. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des cibles d'opportunité qui se présentent de temps en temps, et dans ces cas-là, les Américains ou les Israéliens traitent ces cibles. Il n'y en a pas beaucoup, manifestement. Cela dit, il n'y a pas apparemment pour l'instant d'utilité à utiliser des moyens lourds de bombardement. Ça a déjà été fait. Et maintenant, il y a tous les bâtiments et tous les avions et tous les moyens qui sont dans le Golfe, soit en mer, soit à terre, qui sont disponibles pour traiter des cibles au fur et à mesure qu'elles se présentent ou qu'elles se présenteront. Regardez, par exemple, pour les drones, il n'y en a plus un qui arrive à passer et à ne pas se faire détruire. Les missiles balistiques, on n'en voit plus tirer. Dans le détroit d'Ormuz, les fameuses vedettes moustiques qui devaient terroriser la flotte américaine, on les voit pas. Il y en a quelques-unes qui se sont faites détruire dès qu'elles ont mis le nez dehors. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'armement spécifique nouveau. Il y a quand même certaines nouveautés qu'on apprend, et on va faire appel à vous aussi, Stéphane Goldin. C'est le Wall Street Journal qui révèle l'existence de ce petit aéroport secret que les Israéliens ont réussi à créer quelque part dans les déserts d'Irak. Le récit est incroyable, je recommande de le lire. C'est un berger qui passait par là avec ses chèvres, j'imagine, qui a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'avions, beaux avions. Stéphane Goldin, il s'est dit quand même, il y a beaucoup d'avions près de mon champ. Et il a appelé les autorités irakiennes qui ont quand même amené, mais sans succès, leurs moyens. Ils ont relativement peu de moyens, je pense, qui ont été surprises aussi. Voilà, il y a là quelque part dans le désert irakien une base militaire secrète des Israéliens. Est-ce que ça peut être pour tenter quelque chose en Iran ?
Oui, alors cette base d'ailleurs secrète qui a été créée par l'Israël a été faite avec l'accord américain. Elle a été d'ailleurs mise en place bien avant le début de l'intervention du 28 février, puisqu'elle a été mise en place au début février 2026. Et cette base secrète avait une piste d'atterrissage qui faisait 1,5 km. Cela se situe un peu au sud de Bagdad. Et elle avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'était d'aider l'aviation israélienne en cas d'attaque sur l'Iran, puisqu'on était en amont, je dirais, de l'opération du 28 février, de pouvoir avoir cette base logistique pour les avions israéliens. Le deuxième objectif était de pouvoir... Non mais attendez, comment vous la faites, pardon, mais il n'y a pas dans la forêt de Compiègne, j'imagine qu'il n'y a pas comme ça des bases. Il n'y a pas de forêt là. Alors il y a pas de forêt. Deux, c'est une zone qui était très dégagée. Enfin, il faut comme la créer la base, il faut la construire. Mais vous savez, c'est très peu de choses. Hein. Ça va très vite. C'est une piste qui fait 1,5 km. Vous avez des tranchées autour, et donc c'est quelque chose qui n'est pas sorti. Enfin, c'est surtout que quand les Américains sont d'accord, tout est possible. Surtout ça. Ce que je voulais dire, les Irakiens n'avaient pas leur mot à dire. Elle avait son importance parce que dans cette base-là, il y avait aussi des unités de secours au cas où il y aurait un pilote israélien qui tomberait. Et d'ailleurs, quand le pilote américain est tombé, les Américains avaient fait appel à Israël, et Israël avait proposé ses services aux Américains, et les Américains n'en avaient pas eu besoin. Et la troisième chose, il y avait aussi la présence d'unités spéciales, de forces spéciales, au cas où il devrait y avoir, je dirais, un transport rapide sur le territoire iranien pour opérer directement. Sophia. Oui, et il ne faut pas s'imaginer ça comme quelque chose de complètement... C'est très facile. En fait, du temps où il y avait l'organisation terroriste État islamique, ils se cachaient dans des tunnels, c'est dans le désert, donc évidemment c'est pas du tout la forêt de Compiègne, et on vous voyez à des dizaines de kilomètres, et donc en fait c'est des tunnels, et à l'époque moi j'avais été embedded avec une unité antiterroriste, et en fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient justement des bédouins ou des gardiens de troupeaux au-dessus du trou où se cachait l'État islamique, et l'État islamique était à l'abri. Et ils ont fini, l'armée et les forces antiterroristes formées par les Navy Seals, à trouver. Donc c'est en fait, même dans un lieu désertique, des terroristes comme l'État islamique y arrivent. Et la base que vous mentionniez, Stéphane, c'est une base qui existait déjà, qui avait déjà été utilisée. On sait que dans le désert, rien n'est jamais désert. Moi, je peux dire que quand j'étais en Afrique, en plein milieu du Sahara, vous êtes tout le temps vu. Il y a toujours quelque chose quelque part. Et vous ne savez pas comment. Tout le temps. Et je vois pas comment on peut avoir, même dans une zone désertique, avoir construit quelque chose sans que ça se voit. Il y a forcément l'approbation. Alors, ça c'est sûr des Iraniens, des Américains. Est-ce que les Irakiens faisaient semblant de ne pas savoir? C'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Ce n'est pas dit, mais je reste persuadé que les Irakiens, en tout cas le gouvernement irakien, était au courant de cette affaire, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un problème en Irak par rapport aux milices chiites du Hezbollah irakien. Et donc, est-ce que ça montre, par parenthèse, en termes géopolitiques, pas chiite, pardon. C'est une zone sunnite. Est-ce que ça montre que les États-Unis d'Amérique, contre le préjugé qui veut que l'Empire recule, etc., petit à petit, ils ont grignoté. Ils ont attaqué l'Irak, guerre d'agression illégale, tout ce qu'on voudra. Mais enfin, de fait, l'Iran est le dernier verrou. À part l'Iran, tous les pays de la région sont soit vassalisés, soit, disons, tenus en respect par les Américains. Alors, les Américains, ils sont toujours en Irak à ce jour. Ils ont une immense base, Camp Victory, qui d'ailleurs a été survolée par un ou voire plusieurs drones récemment. Rappelez-vous, les images avaient circulé, insécurisé les Américains sur leur base et à travers toute la région notamment. Mais dites-vous que cette opération, dans une certaine mesure, c'est la reproduction de ce que les Américains ont fait en Iran, à quelques dizaines de kilomètres disparants, quand il a fallu aller chercher les deux pilotes. Ils ont fait atterrir des hommes, du matériel, des avions, des hélicoptères, et ils ont passé du temps. Alors je ne sais pas combien de temps cette emprise a tenu sur le territoire irakien. Au passage, ça va quand même poser un problème pour le pouvoir central, même s'il est très lié aux Américains, et aux Iraniens aussi dans une certaine mesure, qui va devoir justifier qu'une partie du territoire est servie de parking aux forces armées israéliennes, qui à mon avis sont pas très populaires à ce jour en Irak. Donc ça va quand même créer des remous au sein, au minimum, du sérail politique irakien et de la population. Mais c'est vrai que le fait que cette base militaire a été rendue publique, ça peut donner le sentiment d'une forme d'encerclement de l'Iran,
par Israël, mais surtout par les Américains. On a vu 100 fois maintenant cette carte où on voit leurs installations militaires dans tous les pays de la région. Sauf que l'Iran, c'est pas le petit village gaulois d'Astérix, c'est le gros morceau de la région. Et en fait, l'Iran à lui tout seul est plus puissant militairement. Il est plus étendu géographiquement, il est plus peuplé démographiquement. Donc c'est le gros morceau en fait que autour duquel les Américains tournent, mais que jusqu'à présent ils n'ont pas réussi à déstabiliser. La démographie reste une grande affaire. Hein. Ah bah oui, quand on a 90 millions d'habitants, on est un acteur majeur. On y reviendra. Regardons ce soir comment Trump dit justement cet acteur majeur qu'est l'Iran. On va faire tomber ce dernier domino. Ce sont ses propos sur les 47 ans qui vont prendre fin. Depuis 79, l'Iran, dit-il, terrorise la région. Lisons ses propres mots ce soir quand il dit depuis 47 ans, l'Iran se moque de nous. Ce temps-là est terminé. Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants iraniens. Je ne l'aime pas, je la trouve totalement inacceptable. Et écoutez en quels termes il disait: nous sommes prêts à tout reprendre en termes offensifs, y compris le projet de Hormuz. Nous prendrons une autre voie si tout n'est pas finalisé. Nous pourrions revenir au projet Liberty si les choses n'avancent pas, mais ce sera le projet Liberty Plus, c'est-à-dire le projet Liberty plus d'autres choses. Tiens, voilà, on en est là, et l'Iran ne cède pas du tout, et l'Iran tire. C'est ça qui évidemment est assez fascinant, parce que la République islamique, après tous les bombardements au 72e jour, se cabre et refuse de plier les chines. Ce sont ces bombardements qui ont été opérés, et notamment cette séquence où ils prétendent narguer en destroyer. Arrêtons-nous à ça. Regardez bien les images parce qu'elles sont un peu ambiguës. Les Iraniens assez habilement présentent ces images comme ils disent qu'ils poursuivent le destroyer américain et lui jettent des défis. Écoutez bien et regardez bien l'image parce qu'on peut se demander si c'est vrai ou si le destroyer simplement passe et ne les entend pas. Restons bien sur l'image pour bien comprendre. Vous avez le destroyer au fond. Non, mais il y a une petite musique derrière. Je ne sais pas si on peut mettre un peu le son et la musique, on comprenne bien ce qui se passe. Et toute l'ambiguïté est de savoir si c'est un peu acteur studio, ils font semblant d'être entendus d'une manière ou d'une autre, parce qu'à ce moment-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, mais oui, c'est de la communication. Ils narguent l'officier de la marine iranienne qui est sur cette... Vraiment le nargue, ça dépend Darius, ce que vous entendez par narguer vraiment. Pour être nargué, il faut que les Américains l'entendent. Non, mais ils ne l'entendent pas. Là, ça, c'est sûr qu'ils ne l'entendent pas. Mais ils ont sûrement vu cette image. On est en plein dans la guerre de communication qu'on commence depuis le départ. Ils sont en train à l'image de la guerre qu'ils ont menée contre les États-Unis et Israël, de reproduire le principe de la symétrie. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement sur une toute petite embarcation qui est franchement pas très impressionnante par rapport à l'acier, au métal qu'il y a en face. Mais c'est une manière de dire on pourrait s'en approcher. Imaginez s'ils avaient une charge explosive ventousée qui pouvait aller coller pour frapper ce navire. Moi, je pense que les Américains, quand ils ont vu cette image, alors je ne pense pas qu'ils aient souri face à cela. Ça peut poser des problèmes. Quelle est la distance là, général? C'est vous le militaire. Quelle est la distance là à peu près? Là, je dirais qu'il y a 800 mètres, 1 kilomètre. 800 mètres? Ouais, 1 kilomètre peut-être. C'est loin quand même. Ouais, 1 kilomètre. Non, mais non, c'est pas très loin. Parce que la photo est géniale parce que c'est la barcasse qui donne la chasse à un gros destroyer. Oui, mais attendez, général, moi aussi, si moi je prends un bateau et je me mets à 1 kilomètre du Charles de Gaulle et je dis Charles de Gaulle, arrêtez-vous, cœur lâche, etc. Il n'y a aucune chance. Ils doivent leur faire coucou sur le pont du destroyer, etc. Est-ce qu'ils voient? Est-ce que le destroyer voit là? Oui, bien sûr. Il le guette d'ailleurs. Il est prêt à le détruire s'il monte à l'assaut, vraisemblablement. Il s'approche trop. Mais en même temps, lui, il montre qu'ils ont la liberté de naviguer dans le détroit d'Ormuz, c'est important. Et puis là, il donne l'impression qu'il chasse le destroyer de la zone, alors que bien entendu, le destroyer, il n'en a rien à faire. Ces petites embarcations dites moustiques, les Zulfikar, ça fait moins de 20 mètres, moins de 10 tonnes, et ça peut circuler je crois que la vitesse maximale, c'est 180 km/h. Qu'un seul, vous n'allez pas faire grand-chose. Mais 180 ?
Ouais, non, c'est 100. Non, c'est ça plus. paraît beaucoup. Hein. Ah si, ça va la très très vitesse, vite. 96 km/h. 96. 96, pardon, 100 km/h. Donc je me suis trompé entre les nœuds et les kilomètres/heure. Mais chose est-il que c'est très rapide et c'est plus rapide que le destroyer. Donc effectivement, c'est le scénario qu'évoquait Monsieur Polacco tout à l'heure. Si vous en avez un essaim, ça peut effectivement devenir problématique. Ça ne s'est pas matérialisé autour de ces bâtiments militaires américains pour le moment. Mais je pense qu'ils essayent de jouer sur cette thématique-là avec Michel Polacco, là-dessus, que votre remarque sur cette image. Je maintiens, les Iraniens ont deux puissances, si vous voulez. La première, c'était les missiles et les drones et la capacité de faire peur dans le détroit. Et la deuxième, c'est la communication. Ça, c'est de la communication. En fait, ce petit bateau, là, cette barcasse, à 800 mètres d'un destroyer. Deux solutions, où elle a un armement qui lui permet de tirer sur le destroyer, puis ça marche ou ça marche pas, ou bien alors elle fait joujou et des images, et on nous montre les images. Je pense que c'est la deuxième solution qui est la bonne. Oui, la différence, c'est que ces petites barques, ces vedettes rapides, généralement ne s'adressent pas aux destroyers. Là, c'est vraiment pour la com. Elles s'adressent aux pétroliers. Exactement. Et elles sont capables de faire des dégâts à des pétroliers en tirant des missiles. Et c'est ça, en fait, le vrai pouvoir de nuisance. Ça n'est absolument pas d'aller détruire un destroyer américain. C'est de dire aux compagnies pétrolières et aux armateurs et aux assurances, eh bien, vous ne passez pas tant qu'on est capable de tenir la mer dans le détroit d'Ormuz. Oui, et puis effectivement, du côté des Américains, je pense que dans la salle de contrôle du destroyer, là, il doit y avoir 2-3 personnes devant leur radar qui évidemment l'ont identifié et qui disent s'il s'approche encore de 50 mètres, on joue à la bataille navale. Et au canon, il n'y a pas besoin d'aller. On ressort le Vulcan chez nous. Voilà, c'est ça. Le problème est parce que compte tenu du nombre d'hélicoptères américains, d'avions et de bateaux qui sont sur zone, je pense que dans un espace aussi réduit, les troupes américaines ont les moyens d'éliminer ces petites ces barcasses s'ils le veulent vraiment. Oui, je tenais quand même à rappeler que c'est un destroyer qui avait été victime d'un attentat en 2000, l'USS Cole, et c'était bien un destroyer, et c'est avec un simple Zodiac qu'il s'est fait éventrer. Donc, bien sûr que ce sont des barcasses, sauf que quand elles sont kamikazes, elles peuvent non seulement atteindre et endommager de simples navires commerciaux qui sont même pas ramés, et elles peuvent, si elles les prennent par essaim, endommager ou en tout cas constituer un risque pour des embarcations militaires. Cette séquence, elle est fascinante, parce qu'il y a tout, c'est-à-dire à la fois c'est rien, c'est comme vous dites, c'est une barcasse, etc., et en même temps c'est une certaine fragilité politique des États-Unis. Ils ne sont pas arrivés à ce stade à leur but qui est la destruction du nucléaire iranien, ça c'est sûr. Donc ça passe par tout ça. Ça rappelle les drones maritimes utilisés par les Ukrainiens. Ça rappelle aussi les drones aériens, ce même principe de l'asymétrie et ce contournement par le bas de la puissance colossale et massive que vous avez en face. Donc effectivement, et comme le disait M. Polacco tout à l'heure, quand il disait ils ont tiré que 2 drones, s'il y en a un seul qui touche à sa cible, l'effet dans le champ informationnel et psychologique, il est majeur. Les mini-sous-marins. Pardon Gallagher, mais la différence, en tout cas pour l'instant, avec les drones ukrainiens, c'est que les Iraniens, ils ont rien tapé, alors que les Ukrainiens, ils avaient coulé, comment il s'appelait, le Moskva, c'est ça, le navire amiral. Ça, avec des navires avec des missiles Neptune. Oui, c'est ça. Mais le navire amiral de la flotte russe et les Russes ont dit piteusement évacuer toute la mer Noire pour éviter de se faire flinguer. Alors que là, les Américains, me semble-t-il, ils sont dans le détroit d'Ormuz et à ce jour, effectivement, ils n'ont pas encore été touchés. Là, on voit franchement que c'est un véritable message de communication et qui est ce message de communication est d'ailleurs destiné aussi aux Iraniens, au peuple iranien, pour dire voilà, on maîtrise et regardez les bateaux, les destroyers américains ne bougent pas, sont au fond, nous contournent, Bon. Michel Polacco, aidez-nous aussi à comprendre ces sous-marins légers construits en Iran. Alors, ils sont appelés les dauphins du Golfe Persique, déployés et étendus dans le détroit d'Ormuz. Ils sont présentés par le régime. C'est ce sous-marin Fateh, c'est la bonne prononciation, Fatah.
long de 48 Ghadir, il y en a plusieurs. Classe Ghadir. Il y en a 24. Alors, classe Fater et classe Ghadir. Long de 48 mètres avec un déplacement de 527 tonnes, ce sous-marin diesel électrique peut naviguer 35 jours en autonomie. Il est conçu spécifiquement pour des opérations furtives dans le golfe Persique. Michel Polaco, est-ce que ça peut constituer pour les Iraniens un moyen, disons, quand même supplémentaire ? À mon avis, non, pas du tout. D'abord, je vous rappelle que, contrairement à l'affaire du SS Cole ou du Moskva, il n'y a pas d'effet de surprise. Or, quand on n'est pas surpris, on se prépare. Les Américains ont des capacités de détection, d'identification, de classification de tout ce qui se promène sous l'eau dans la région qui sont considérables. Alors évidemment, on vous en parle pas, mais vous savez que tous les destroyers américains ont des capacités anti-sous-marines, anti-aériennes. Donc, ils ont des capacités. Deuxièmement, tout ce qui est en surface ou fait surface est condamné à être détruit si ça n'a pas déjà été fait. Et deuxièmement, tout ce qui est sous l'eau, dès que ça commence à bouger, ça fait du bruit. Parce qu'ils peuvent parler de sous-marins furtifs, ils n'ont pas de sous-marins furtifs. Fabriquer des sous-marins furtifs, ça coûte très très cher. Nous en savons quelque chose, nous en France, puisque nous sommes un des rares pays à fabriquer des sous-marins extrêmement furtifs. Et je peux vous dire que les sous-marins iraniens n'ont absolument pas ce niveau de sophistication. Donc ça aussi, ça fait partie du gros bluff iranien. Général Richoux, vous faites réagir le général Richoux qu'on entende aussi. Oui. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, bien entendu, il y a une asymétrie. Je suis d'accord. Ils sont flagrants. Elle est flagrante. Ils ont des moyens de détection importants. Le problème, c'est que la tactique, elle n'est pas celle-là. Ils ont à peu près 24 petits sous-marins qui ont entre 6 et 10 personnes. Et la tactique que moi je connais parce qu'on l'a étudiée, c'est la tactique des Allemands dans la mer Baltique pendant la guerre froide, c'est de se mettre au fond de l'eau et d'attendre dans le silence le plus complet. Donc ça fait pas de bruit, tout simplement. Comme une murène. On se pose au fond. Et alors, c'est-à-dire qu'acoustiquement déjà, on ne décèle rien. Et ensuite, il faudra avoir des sonars pour pouvoir déceler. Je finis. Des sonars pour pouvoir déceler la forme. Mais ça a montré d'une très très grande fiabilité. Moi, je rappelle qu'il y a un sous-marin nucléaire d'attaque français dernièrement qui a coulé en exercice un porte-avions américain parce qu'il était parfaitement silencieux, il a pu se glisser quasiment en dessous et il n'a pas été décelé. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui est, même s'il est diesel, qui est immobile sur ses batteries, parce qu'il est fait pour être sur ses batteries longtemps sous l'eau, eh bien, il est capable de faire des dégâts. Voilà. Excusez-moi, je voudrais rajouter un petit mot. Oui, Michel. Oui, un sous-marin nucléaire, c'est discret. Un porte-avions, c'est pas discret du tout. Qu'un sous-marin coule un porte-avions, ça n'a rien de surprenant. D'ailleurs, c'est pour ça que les porte-avions se promènent avec des sous-marins à proximité. Ça n'est pas le problème. Je dis qu'ils sont immobiles au fond de l'eau parce qu'ils fonctionnent sur leur batterie, parce qu'ils sont faits pour ça. Ils peuvent pas être immobiles au fond de l'eau pendant longtemps. Les Allemands sont des spécialistes. J'ai monté à bord d'un bâtiment comme ça, Michel Polaco, dans la marine allemande. Ils avaient 24 hommes à bord. Ils se posaient au fond de l'eau et ils sont spécialisés dans cette affaire-là. Et on était incapables de les déceler. Ça faisait partie des bâtiments les plus silencieux des troupes de l'OTAN. À partir du moment où on est collé au fond de l'eau et qu'on ne bouge plus, eh bien, on est indécelable. C'est la vérité. Moi, je suis monté à partir d'un bâtiment comme ça. Donc, j'ai une petite expérience. Voilà. Mais très bien. Oui. Moi, j'ai plongé en sous-marin. J'ai aussi une petite expérience. Pas en sous-marin silencieux allemand pour la Baltique. Sous l'eau sans faire de bruit pendant 2 mois, il faut être très très fort. Voilà. Stéphane Goldin. Non, mais simplement, toute la question qui se pose sur ces sous-marins, c'est pas la question de la furtivité, ce sont des petits sous-marins avec une maniabilité très importante, une façon de pouvoir se diriger aussi très rapide. Donc voilà, il est là la problématique. Et donc c'est vrai que les destroyers, c'est vrai que tous les bateaux américains qui sont actuellement dans le détroit d'Ormuz ont une possibilité de riposter et de regarder ce qui se passe sous l'eau. Mais c'est vrai qu'on est dans un détroit qui est relativement serré, et donc ils ont cette possibilité d'arriver très rapidement sur zone, sur cible, et il est là la problématique. Mais je crois que les Américains estiment avoir éliminé la plupart, sinon la totalité de ces sous-marins de poche iraniens. En revanche, ce sont bien ces petites embarcations, ces Zulfikar, qui posent quand même problème. Et ça, les Iraniens pourraient en avoir des dizaines et des dizaines dispersés dans des caves, dans des anfractuosités le long de la côte iranienne.
Donc ça reste quand même un sujet. Soit dit au passage, je ne sais pas si vous voulez y venir, mais Donald Trump s'est exprimé auprès de Barak Ravid, vous savez, d'Axios, concernant la conversation avec Benjamin Netanyahou, et il y a un scénario qu'on n'a pas envisagé, c'est que la conversation ne s'est pas aussi bien déroulée que ce qu'on pourrait penser. Oui, les propos de Trump sont un peu évasifs parce qu'il dit... Non, il dit « cette guerre, c'est mon affaire, c'est pas celle de tout le monde », qui est une manière de dire « écoutez, poliment, vous m'avez embarqué là-dedans, donc j'interprète. Voilà, libre à chacune d'interpréter. Vous m'avez embarqué là-dedans, maintenant c'est moi tout seul qui vais trouver la porte de sortie et vous serez gentil, monsieur Netanyahou, de vous conformer à mes indications. Est-ce que le Premier ministre israélien le fera ? Ça, c'est une autre histoire. Regardez Trump, en tout cas, qui ce soir, précédemment déjà, se moquait des Iraniens. C'est ce tweet volontairement insultant, voilà, où il dit un peu ce que Michel Polaco rapportait, c'est-à-dire que malgré tout, en termes de rapport de force objectif, ce sont quand même les Américains qui sont très loin devant. Voilà, y compris les drones qui effectivement peuvent défier un destroyer, mais qui sont arrêtés avant de frapper, les comparaisons avec les moyens iraniens, et écoutez la réponse de l'Iran précisément à ces images. Général, commentaire là-dessus. Sur ce défi, on est à un moment où les deux parties se défient réellement, puisque je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, parce que les menaces, je glisse juste cette information supplémentaire, il y aura, je crois que c'est mardi, est-ce que c'est bien mardi, cette dépêche, oui c'est ça, les ministres de la Défense britanniques et français co-présideront ce mardi une réunion en visioconférence avec tous les homologues prêts à contribuer à une mission pour sécuriser le détroit d'Ormuz, tout ça sous la menace des Iraniens, puisque je rappelle ce soir, l'Iran menace à la fois la France et le Royaume-Uni. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Trump donne des images selon lesquelles il a coulé la flotte iranienne, c'est intéressant, mais et de l'autre côté, vous avez les images qu'on a vues, les images de synthèse, où les Iraniens coulent la flotte. Donc il y a bien entendu, l'asymétrie est importante. Les Américains ont fait des dégâts considérables à la flotte iranienne, mais en aucun cas, je rappelle, ça ne rouvre le détroit d'Ormuz, parce que c'est ça en fait le véritable problème. C'est pas d'avoir coulé la flotte iranienne, c'est de garder le pouvoir de nuisance, de garder fermée la liberté, d'empêcher la liberté de circulation à l'intérieur du détroit. En fait, et ça, ce problème-là de liberté de circulation à l'intérieur du détroit n'est pas réglé, combien même il y a 157 bateaux qui sont au fond de l'eau. Ça n'est pas réglé. Il y a deux flottes, il y a la flotte hauturière, et ça effectivement ils l'ont coulé, les Américains. Je pense pas qu'il y ait de conversation, d'ambiguïté ou de discussion là-dessus. En revanche, la flotte utile iranienne, elle persiste, elle est asymétrique, et l'erreur de calcul, me semble-t-il, de la part des Américains, c'est d'avoir cru que c'était avec cette flotte uturière qu'ils pouvaient éventuellement fermer le détroit d'Ormuz. Or, le détroit d'Ormuz, ils l'ont pas fermé depuis la mer, ils l'ont fermé depuis la terre, en envoyant des drones sur des vraquiers, sur des tankers, pour faire comprendre nous maîtrisons cet espace, si vous vous y aventurez, vous serez tirés comme des pigeons, les uns après les autres. Et rappelez-vous ces images qu'on a commentées ensemble, Darius, notamment ce navire non loin des côtes irakiennes en feu, avec un Donald Trump qui en même temps était en train de faire sa danse au YMCA, il était en meeting de campagne, ça a quand même beaucoup circulé ce que votre chef d'édition avait élégamment composé. Cette image-là, elle reste imprégnée dans l'esprit des assureurs et des armateurs qui, pour l'instant, estiment que ce détroit reste encore trop dangereux pour être franchi. L'Iran tire sur le Koweït, l'Iran tire sur les alliés sur les alliés des Américains, sur ces pays que les Américains sont censés protéger. Les forces armées du Koweït ont détecté aujourd'hui un certain nombre de drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien. La réplique a eu lieu. Le ministère de la Défense émirati a annoncé dans un communiqué sur X que les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont intercepté les drones lancés depuis la République islamique d'Iran. Qatar, un projectile non identifié a frappé un navire au large des côtes du Qatar tôt dimanche matin. Là encore, pardon Michel Polaco, là ça va un peu contre votre théorie quand même, c'est-à-dire que là, ils arrivent à percer les défenses qui théoriquement devraient être assurées par les Américains. Il n'y a absolument aucune muraille qui est infranchissable. C'est sporadique, c'est du coup par coup, c'est un effet militaire absolument négligeable pour ne pas dire nul. Ça a un effet médiatique évidemment gigantesque puisqu'on n'a rien d'autre à raconter.
et ça a un effet politique qui est totalement nul. Ça ne change absolument rien au cours des choses. Ouais. Non, mais enfin, je pense qu'il y a un peu de posture de la part de Monsieur Polacco que je respecte, hein, mais le budget militaire annuel, faut le rappeler, des États-Unis, c'est 1000 milliards. Celui de l'Iran, c'est 10 fois, c'est 100 fois moindre, pardon. Oui, c'est une dizaine de milliards, je crois. Une dizaine de milliards. Mais je rappelle qu'il y a eu un article du Washington Post tout récemment qui a fait un travail d'enquête via de l'imagerie satellitaire à la fois iranienne et européenne, parce qu'ils ont recoupé avec le satellite Copernicus, où ils ont montré que la quasi-totalité des bases américaines ont été ciblées. Ils ont montré l'absence de cratères à côté des éléments ciblés, ce qui veut dire qu'il y avait une grande précision. Il n'y a pas eu de munitions, entre guillemets, gâchées qui seraient tombées à côté. Donc l'effet, on ne peut pas dire qu'il est négligeable. S'il était négligeable, cette affaire serait réglée depuis un moment, me semble-t-il. Moi, je voulais juste faire une petite remarque, c'est que de l'Irak à la frontière pakistanaise, on est sur une zone qui est à peu près grande comme l'Europe. Oui. Donc effectivement, ça frappe. J'allais presque dire par-ci, par-là, et c'est pour ça que moi, il me semble que les faits que vous venez de nous rappeler, Darius, vont plutôt dans le sens de ce que dit Michel Polacco, c'est-à-dire, ce sont des frappes d'abord de basse intensité, avec des drones, le vraquier, pour le reprendre, qui était au large du Qatar, là, qui était pavillon américain, il n'a pas été détruit, et ça, évidemment, ça, psychologiquement, ça maintient une forme de peur. Mais moi, je suis comme vous. Je connais des gens dans la région, aux Émirats Arabes Unis, ailleurs, qui me disent mais la vie, elle est normale. Alors effectivement, on est vigilant quand parfois on nous dit il y a une alerte, mais il faut pas imaginer que l'Iran a réussi à mettre toute la région à feu et à sang. Comme je le disais tout à l'heure, on est toujours dans cette escalade contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a des tirs parce que c'est vrai qu'on va aller vers des négociations et qu'une négociation se fait aussi avec une pression, et cette pression, elle est militaire. Alors c'est vrai qu'il y a une problématique qui se pose aujourd'hui pour les pays du Golfe, qui c'est vrai s'étaient tous tournés vers les États-Unis pour avoir, je dirais, une défense. Or, il s'avère que cette défense, elle fonctionne pas. Alors c'est vrai. Michel Polacco a raison quand il dit qu'il n'y a pas de défense hermétique à 100%. Bien sûr. C'est un événement quand même. MBS disait nous serons l'Europe du 21e siècle. Sous-entendu, ce sera un continent de paix, nous serons riches, prospères, la guerre aura quitté notre royaume. Ah, là, c'est quand même pas bon, quoi. Alors, c'est vrai que moi, je regarde ça avec un point de vue beaucoup plus israélien, où je m'aperçois que les Émirats Arabes Unis ont fait venir une unité de Tsahal, d'ailleurs, sur leur territoire, avec le dôme de fer israélien pour justement parer à la question des tirs iraniens. Mais cela aussi rappelle le rapport dont on parlait tout à l'heure de la CIA, qui disait que l'Iran avait reconstitué aussi leur stock de missiles balistiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Israël n'est pas visé, mais c'est plutôt les pays autour, justement parce que la cible, ce sont pas ces pays, ce sont les États-Unis. Et donc l'idée, c'est de monter encore une fois en puissance contre les États-Unis, justement. Et je pense qu'on va avoir dans les jours qui viennent, d'ailleurs, encore un peu plus de tirs, qui vont être aussi sur le Qatar, qui est justement rentré dans la négociation et qui veut jouer ce rôle de go-between. Et on va avoir un peu plus de tirs avant les échéances de la rencontre entre la Chine et les États-Unis mercredi à Pékin. Darius, vous venez de nous diffuser ce son de Donald Trump qui parlait de cette mission Liberté, qui disait que peut-être il allait reprendre une mission Liberté plus. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Cette mission Liberté, c'est celle qui a débuté lundi et qui s'est arrêtée 36 heures plus tard. Des missions américaines dans le Golfe. Pourquoi elle s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée justement parce que l'Arabie Saoudite a tout fait capoter en disant à Donald Trump qu'il fallait qu'il cesse cette mission immédiatement parce qu'il craignait justement des représailles de la République islamique d'Iran sur les pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite. Et Donald Trump, pour une fois, là, c'est lui qui a obéi, en quelque sorte, en tout cas qui a décidé de ne pas la poursuivre, cette mission. C'était en début de semaine. Maintenant, on est en fin de semaine et Donald Trump menace de la reprendre. Donc, c'est évidemment qu'on est dans une guerre asymétrique, mais le harcèlement continuel des forces iraniennes face aux forces américaines a bien sûr un impact. Regardez ces images, puisqu'il y a effectivement un impact réel parfois. Les destructions dans ce port de Fujairah, qui est un port très important des Émirats Arabes Unis. Vous qui connaissez très bien la région, vous avez dû aller souvent là-bas. Tourner là-bas, filmer. Tourner là-bas. Oui. Regardez, on voit les réservoirs qui ont été détruits. Alors, c'est peut-être un drone, 2 drones, je ne sais pas très bien ce qui a frappé là. Enfin, ça crée quand même dans un monde où on a tellement besoin du pétrole quelque chose.
Bien sûr, c'est d'abord, ce sont des installations qui sont visées, parfois touchées, parfois détruites. C'est un manque à gagner avec les stocks de pétrole qui ne passent pas. L'Arabie Saoudite est moins impactée que les Émirats Arabes Unis puisqu'elle a ces pipelines qui passent d'est en ouest pour aller jusqu'à Yanbo et ça passe par la mer Rouge, mais évidemment, vous avez aussi le Qatar, vous le disiez à l'instant, qui a subi un tir dans ses eaux territoriales contre un navire qui justement embarquait du gaz naturel liquéfié de sa raffinerie, la plus grosse raffinerie au monde de gaz naturel, qui est à Ras Laffan, et cette raffinerie à Ras Laffan a été détruite à 17% par les frappes iraniennes. Donc l'impact, il est réel. Venir dire que l'effet est nul, non, l'effet n'est pas nul, d'une part, et l'effet est même catastrophique, parce qu'avec toute cette superpuissance bien réelle des États-Unis, l'effet recherché n'est pas atteint. Et est-ce donc, que là... quels que soient les moyens dissymétriques ou la différence de moyens entre les deux, eh bien, aujourd'hui, les Iraniens continuent à menacer, les Américains n'obtiennent un élément de débat. rien, Est-ce que ça donne raison aux Américains et Israéliens qui disent, vous voyez, l'Iran est dangereux, est une puissance trop dangereuse parce qu'elle a une capacité de... Un ami m'envoyait à l'instant, quand vous parliez de l'USSCO, là, déjà c'était l'Iran, déjà c'était en 2000, voilà. il y a 26 ans. Et donc, les Iraniens, les Américains et les Israéliens prennent prétexte de ça à tort ou à raison en disant, mais vous voyez, c'est la preuve que décidément l'Iran était dangereux. Il y a quelques jours, mercredi, le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, était à Pékin, où il a rencontré le président Xi, donc juste quelques jours avant le président Trump, ce qui est quand même déjà un signe, que les Chinois reçoivent l'un et l'autre. Et il a dit, en sortant de son rendez-vous avec le président chinois, qu'il avait l'impression, lui, en tant que ministre iranien, que la Chine avait compris justement, grâce à cette guerre, l'existence et l'importance de la République islamique d'Iran. Ouais, ce qui est certain, c'est que ça légitime. Parce qu'en fait, les États-Unis négocient d'égal à égal, en fait. Quand on négocie, voilà, on est d'égal à égal. Oui, bien sûr. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que ça donne raison aux Américains quand ils disent, vous voyez, l'Iran était plus dangereux que ce qu'on pensait. Alors on l'a dit, on les redit, sont clairs depuis le début. Eux, ils disent il faut éradiquer ce régime, et donc il faut se donner les moyens pour éradiquer le régime. Moi, je trouve que les Américains sont beaucoup moins clairs dans leurs intentions. Et on verra que, moi, à 3-4 jours, je ne sais pas quand c'est... Mais vous me répondez toujours pas, général. Général, vous répondez toujours pas. Est-ce que vous, général français, ça vous gêne qu'un Iran fort de cette manière existe au Proche-Orient, comme le disent les Américains ou les Israéliens? Pardon, je finis ma question. Ou est-ce que vous considérez que, au fond, c'est un pays souverain, ils ont une puissance militaire? Non, mais quand ils tirent sur leurs voisins, ça me gêne beaucoup, oui. Moi, ce que je dis depuis le début, je suis pas un pro de la République d'Iran, bien entendu. Je dis, on se plante de guerre, c'est tout. On fait le contraire de ce qu'il faut faire depuis le début. C'est tout. Voilà. Après, la République, c'est un régime criminel. La République d'Iran, c'est un régime criminel. Qui assassine son peuple, qui terrorise la région, bien entendu. Sur ce plateau tout à l'heure, Renaud Girard disait, une des clés de cette guerre, c'est que Israël de garder le monopole de la puissance nucléaire au Proche-Orient. Est-ce que vous le pensez? C'est possible, mais personne ne veut non plus qu'un régime criminel et la bombe. Ça, évidemment, personne ne le veut. Bien sûr, il y a d'ailleurs des membres de la Chambre, c'est rarissime, démocrates aux États-Unis, qui ont écrit à la Maison-Blanche pour qu'une clarification soit enfin faite sur ce secret de Polichinelle, qui est la détention par Israël de l'arme nucléaire, ce qui la place évidemment dans une situation, j'allais dire, d'inégalité systémique avec l'ensemble de la région. Mais à votre question, il faut la poser, différemment. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour découvrir que le régime iranien est dangereux? C'est-à-dire qu'il a fallu que les Israéliens et les Américains attaquent pour qu'on le découvre. Mais tout le monde le savait. À tel point que Benjamin Netanyahou, et ça c'est un autre secret de Polichinelle, est allé voir les présidents américains les uns après les autres depuis Bush fils pour leur dire on va attaquer l'Iran, et tous ont dit écoutez, on le déteste ce régime, mais il n'y a pas de solution militaire. Et on en a aujourd'hui, enfin, 2026, la démonstration. La question du nucléaire est une question, comme on l'a dit, un secret de Polichinelle en Israël. Il y a 3 pays qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération, qui sont l'Inde, le Pakistan et Israël. Qui ont l'arme nucléaire. Qui ont l'arme nucléaire, mais qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération.
La question qui se pose, et tout se focalise actuellement sur Israël, la question est de savoir, est-ce que, dans le fond, l'Iran pourrait avoir ou accès à l'arme nucléaire? Mais pardon, Stéphane, question naïve, vous avez raison de rappeler ça, mais l'Inde et le Pakistan ne cachent pas le fait qu'ils ont l'arme nucléaire, tandis que Israël garde l'ambiguïté. Pourquoi? Ne confirme ni n'affirme. Israël garde l'ambiguïté, et elle l'a toujours gardée, même si aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un secret de polichinelle. Pourquoi? Parce que c'est une arme de dissuasion et qui permet de maintenir une pression sur ses voisins. Oui, mais ça, c'est le cas du nucléaire en général. Non, mais dans le sens. Ils ne veulent pas être les premiers à mais dans le dans la région. dans le sens où, je voudrais simplement rappeler une donnée géographique. Israël, c'est 22 000 km². C'est à peu près, c'est plus petit que la Bretagne. Face à des pays qui lui entourent, qui font plus de 13 millions de km². Et donc, Israël a été à maintes reprises attaqué, et tout ça est sorti. Il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu la guerre de Kippour. C'est vrai que le programme nucléaire qui avait été fait avec les Français à l'époque, qui étaient des alliés stratégiques d'Israël, avait été mis en place parce que justement il y avait cette menace. Aujourd'hui, la donne est différente. La question est de savoir si, dans le fond, Israël ne devrait pas aujourd'hui dire clairement qu'elle a l'arme nucléaire. C'est un autre débat qui devrait arriver d'ailleurs à l'ordre du jour. Toujours est-il que pour le moment, on est face à un pays qui s'appelle l'Iran, qui pourrait avoir l'arme nucléaire, mais le problème de l'Iran, c'est qu'elle menace l'existence d'autres pays. Elle est là la grande différence. Parce que c'est pas simplement la question d'Israël, c'est la question aussi des pays qui sont autour de l'Iran. Oui, pour répondre déjà à votre question, pourquoi est-ce que Israël refuse de reconnaître qu'il a l'arme nucléaire? C'est pour ne pas porter la responsabilité d'être celui qui introduit le premier l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Et dès lors, de ne pas justifier qu'une autre puissance régionale et des velléités, évidemment, face à l'Iran, mais ça pourrait être l'Arabie Saoudite, exactement. Voilà, ça c'est la première chose. Mais finalement, aujourd'hui, tout le monde sait qu'Israël a l'arme nucléaire, et peut-être qu'il serait temps, comme les démocrates, cette note des démocrates qui ont été envoyées, c'est effectivement une première, pour clarifier la situation, parce que les démocrates ont dit, on est rentré en guerre un peu à cause des Israéliens, pays qui a l'arme nucléaire ne le reconnaît pas et n'est pas signataire du traité de non-prolifération. Donc ça pose un problème. Aujourd'hui, de toute façon, Israël ferait bien de le reconnaître parce que finalement, la principale fonction du nucléaire, c'est d'être une arme de dissuasion. Donc ça, il y a un moment, il va falloir que les Israéliens le voient en face. Oui, deux points. D'abord, effectivement, on le rappelait, Israël, pas plus que le Pakistan ou l'Inde, ont signé le traité de non-prolifération nucléaire. En revanche, l'Iran, lui, a signé le traité de non-prolifération nucléaire et pourtant a continué son projet. Ce qui relativise, je trouve, fortement l'accusation de non-respect du droit international faite devant les Américains. J'allais dire, qui a commencé? En l'occurrence, ce sont les Iraniens. Et puis la différence, pourquoi peut-il être légitime qu'Israël ait l'arme nucléaire et pas l'Iran? Parce que Israël, à ma connaissance, n'a jamais appelé à la destruction de l'Iran comme nation, alors que l'Iran, depuis sa naissance, et même consubstantiel à la République islamique, veut l'élimination d'Israël. Pas seulement le remplacement du régime, mais la disparition d'Israël en tant qu'État. Là, c'est un sujet qui sera très au cœur de ce qui va se passer en Chine. C'est un des événements majeurs de cette semaine, la visite du président Trump auprès du président Xi. Je m'attends à ce que le président fasse pression, dit le responsable et les journalistes sous le couvert d'anonymat, soulignant que le président américain avait déjà fait pression sur l'Iran lors des derniers appels avec le dirigeant chinois. Ce sera les 14 et 15 mai. Voilà, cette image, enfin, la nouvelle version de cette rencontre entre les deux superpuissances. Et là, la Chine, très vraisemblablement, fera pression. En quel sens ? La Chine déjà a rencontré les Iraniens. La Chine a été médiateur sur un gros dossier qui fut la brouille grave entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et a réussi de manière absolument incroyable à les mettre d'accord. Donc parce que l'un était le leader du monde musulman sunnite et l'autre du monde chiite, avec une volonté d'hégémonie, une agressivité et même des attentats qui ont secoué toute la région. Pourquoi l'Iran soutient la Chine ? Parce qu'on croit comprendre que
là, pardon, C'est la Chine soutient qui l'Iran. soutient, oui. En termes de matériel, en termes d'informations sans doute secrètes ou discrètes. Pourquoi? Quel est l'intérêt des Chinois? Parce qu'ils sont contre l'Occident, qui n'est pas la mine traditionnelle de la Chine, tout simplement. C'est le camp pas du Sud global dans son cas, mais c'est les BRICS, c'est tout ça. Donc c'est bien empire contre empire, parce qu'on a beaucoup entendu, y compris des sinologues. Hein. Oui, je me rappelle certains sinologues qui disaient non, la Chine ne veut pas se mêler des affaires du monde, elle est dans l'harmonie, elle veut rester chez elle, etc. Il y a un but qui me paraît absolument évident, c'est que quand les Américains sont enlisés au Moyen-Orient, ils s'occupent pas de la Chine et ils s'occupent pas de Taïwan et ils s'affaiblissent. Et en plus, les Chinois peuvent observer ce qui se passe, les tactiques, l'effet des armes, etc. et faire un retour d'expérience absolument colossal. C'est un peu comme quand ils étaient en Ukraine. Tant qu'ils sont occupés là-bas, tout au fond, eh ben ils s'occupent pas, ils sont pas en mer de Chine, ou alors ils sont moins en mer de Chine. Ils n'ont pas les moyens qu'ils avaient avant. Et donc c'est tout bénéfice pour la Chine qui regarde en spectateur et regarde les États-Unis d'Amérique soit s'affaiblir, soit perdre sa crédibilité internationale, ce qui est le cas actuellement. Effectivement, il y a ce bras de fer à l'échelle de l'humanité entre les États-Unis et la Chine. Il me semble qu'il y a aussi un avantage tactique à court terme pour la Chine, qui est d'apparaître dans son rôle de puissance d'équilibre. Le narratif des Chinois est extraordinaire quand on sait l'effort militaire qui est le leur. À écouter leurs diplomates, c'est pas Pitexet, hein. On a l'impression que c'est la réincarnation de Gandhi. Les Chinois qui disent qu'ils ne veulent que la paix, l'entente des nations, et donc effectivement, ça leur permet de s'assumer dans ce rôle de puissance, j'allais dire, non seulement pacifique, en tout cas c'est ce qu'ils disent, parce qu'évidemment c'est pas vrai, mais aussi responsable. Et de ce côté-là, il faut bien reconnaître que l'initiative de Donald Trump ayant été un peu confuse dans ce conflit, ils apparaissent presque par contraste comme des gens raisonnables. Est-ce qu'il y a une angoisse démographique? Il y a 1,5 milliard de Chinois aujourd'hui, 1,5 milliard, 1,5 milliard d'Indiens. Oui, enfin, ils ont inversé la pris de l'avance. Et il y a quoi, 300 millions d'Américains? 350, hein. Un peu plus, un peu moins. Mais on dit qu'il resterait à ce rythme-là, en 2100, il serait plus qu'à 750 ou 800 millions. Ça va décliner très rapidement s'il n'y a pas une révolution démographique. On est du simple au double, même en imaginant que ce soit 900. Oui, mais après, il y a des déséquilibres économiques, etc., qui payent les retraites. Enfin bon, il se passe beaucoup de choses. Quand on fait plus d'enfants, eh bien, c'est un peuple qui crève. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que le détroit d'Ormuz, c'est le pharmacon actuellement pour les Chinois. C'est à la fois antidote et poison, parce que ça les intéresse que les Américains se retrouvent quand même dans une situation. Enfin, j'imagine que Xi Jinping, s'il a un sens de l'humour, et je pense pas qu'il soit connu pour ça, je dirais à Donald Trump, ça se passe comment votre excursion dans le détroit d'Ormuz, comme vous l'appelez? Mais d'un autre côté, il a quand même besoin que ce soit rouvert. C'est ça. Donc cette discussion, elle est pas si simple que cela. Et quand on regarde les sujets, alors l'Iran, Taïwan, va y avoir le bœuf, le soja, l'intelligence artificielle dont on parle trop peu, qui va être majeure. Mais rappelez-vous que quand on parle notamment des besoins américains, les terres rares, c'est l'arme nucléaire chinoise, et les Américains, il y a quand même, si vous voulez, quand on cherche une éventuelle stratégie ou une cohérence chez Donald Trump sur la question énergétique, entre ce qu'il a fait au Venezuela, ce qu'il fait au détroit d'Ormuz, il y a quand même quelque chose de non négligeable